Salut l'équipe, Pacers de l'Indiana, Indiana Jones, mauvais burger à l'Indiana, Pacers in 5. Peu importe ce que l'on invente, à mi-chemin sur la route du titre, les Pacers dégagent une confiance digne d'un homme qui avale une noix de coco entière avant de se coucher, sauf qu'au réveil, ce ne sont jamais eux qui ont du mal à s'asseoir. Et n'en déplaise à Anne Hidalgo, parier sur les Pacers lors de ces playoffs 2025 est bien plus safe que d'aller se baigner dans la Seine. Ultra solide en défense, très inspiré en attaque, une dureté de paramilitaires d'Amérique du Sud qui prépare un putsch et une bouche grande ouverte à tenir un stand de sardines sur le Vieux-Port. Non, vraiment, cette équipe a quelque chose de très particulier. Et on va pas se mentir, à part si tu es né là-bas ou que ta première galoche habite Indianapolis, il n'y a aucune raison logique d'être fan des Pacers. Mais ces playoffs pourraient bien changer la donne car ces gars-là semblent capables de tout. Et au moment où tout le monde se demande si 100 hommes pourraient battre un gorille d'eau argentée, moi je me demande surtout si 12 Pacers pourraient battre toute la NBA. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows et on se retrouve pour une nouvelle grande émission puisque les playoffs battent leur plein. Alors on n'a pas vécu tous la même matinée mais l'essentiel c'est qu'on se retrouve tous dans le studio, notamment Steph et Thomas dans le canapé. Comment ça va les garçons? Ça va super, je suis ravi d'être avec Steph, je pense qu'il y a une belle énergie aujourd'hui. Belle énergie Stephen. Il y a une très belle énergie. Stephen, enchanté. Nice to meet you. Ça va. Stephen, bonne matinée? Oui, rien à signaler. C'est ça, t'es arrivé un petit peu mou aujourd'hui. D'habitude, tu mets du jus, tu mets des choses. C'est parce que tu regardes tous les matchs très tard, c'est ça? Ouais, je suis un peu fatigué. Ouais. Tu t'es blessé au tennis aussi? Tout à fait, blessure à l'ischio. Alors, dis-nous en plus. Aïe. Écoute, je me suis fait une petite déchirure à l'ischio, ça arrive. Combien de temps out là? Je table un retour sur mi-juin. Oui, ça va aller, on va. Alors qu'il était en plein dans ses tournois pour essayer de grimper au classement et tout. J'ai loupé la qualif pour Roland Garros. T'aurais pas gagné de toute façon. De quoi? Roland Garros. Non, Roland Garros, non, mais contre le gars contre qui tu t'es blessé, t'aurais pas gagné. Je sais pas, peut-être sur un malentendu, j'aurais pu arracher si j'avais amené le match sur un autre terrain que le sportif. C'est-à-dire lequel? Steph, il va inventer un concept, c'est terre battue, mais dans une cage. Dans un octogone. Ah, c'est clair, incroyable. Et toi, Thomas, bonne matinée? Non, bonne matinée. Écoute, je traverse en ce moment des moments de gloire, mais tu sais, en ce moment, j'essaie de provoquer quelque chose. T'es revenu en enfance, t'as fait caca dans un pot. Tout à fait. Pour faire des tests, j'ai fait une culture. Allez, va au pot, Thomas. Tout à fait. Mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'en ce moment, Zitoun. j'étais en train de faire une inception, comme on dit, tu vois. J'essaie de... Une introspection. Non, une vraie... Film, non, mais film. attendez, une inception. Super film. J'essaie de mettre une petite graine dans la tête d'un ou d'une amie qui oui. pourrait jouer un Eurobasket cet été. Fille ou garçon. Et j'aimerais que cette personne, à un moment donné, célèbre ses 3 points avec une célébration qu'on pourrait inventer ensemble. Mais Jérémy a une bonne idée, il aimerait qu'elle les célèbre comme ça. Alors, si tu dis elle, c'est les filles, donc du coup. Non, cette personne, Erwan. Ah, d'accord. Okay. Cette personne, hein. Okay, non, il ou elle. J'essaie de trouver il ou elle. J'essaie de trouver donc si cette personne pouvait à la fois à la fin des matchs mettre ce magnifique en interview plus une célébration coup du marteau, là je te dis qu'on aura gagné quelque chose. L'influence de First Team grandit. En tout cas cet été on va être très vigilant sur tous les 3 points de... Par contre, ça exclut certains déjà. On sait qu'ils shootent pas 3 points. Tout à fait. Mais bon, genre dans le basket moderne, Erwan. Bon, allez, on va surtout parler un petit peu de playoff parce que c'est intéressant. Mais avant ça, on va aller sur quelques annonces comme d'habitude. Le Big Monday, tous les lundis, 20h, 22h, la libre antenne, vous le savez, avec Tom Servino qui a la présentation jusqu'à normalement la fin de la saison. Vous pourrez nous rappeler bientôt, les gars, vous inquiétez pas. Et il y aura le NBA Classic dès 22h avec un Warriors Celtics, donc finale de 2022, puisque les Warriors sont éliminés. Ceux qui voulaient les voir en finale, ben, ça se passe lundi à 22h pour voir
un très bon Steph Curry détruire un petit peu les Celtics donc dans ces finales inédites, hein, Celtics Warriors à l'époque. Ils avaient battu qui? Oui, ils avaient battu Washington, il me semble, à l'époque dans les années 70. Donc voilà, un match 6 où on voit le dernier titre de Steph Curry, un grand Steph Curry d'ailleurs, et on voit aussi Jason Tatum qui est blessé. Donc voilà, entre les éliminés et blessés, si vous voulez vous faire un kiff, c'est un match de très bonne qualité. Hein. Ouais, c'est pour les nostalgiques, hein, clairement. Alors pour l'instant, Boston est toujours dans la course, mais c'est deux équipes qu'on aurait pu retrouver en finale. M'en parle pas. Écoute, mais vous avez kiffé, c'était un super match de basket. Steph, tu fais quoi samedi à 18h? Samedi à 18h il regarde le match d'appui de la boulangère Wonder League. C'est vendredi, ça. C'est vendredi. Ouais, moi, je vais regarder. Samedi, il y a le multiplex, il y a la dernière journée de championnat de Betclic. Et voilà, mon Steph, DAZN 18h. Tous les matchs de la dernière journée seront en direct. Tom Servino et moi, nous serons en commentaire, chacun sur un match. Moi, je commenterai donc Nadir Ifi face à Nancy. Il se déplace à Gentilly, salle que tu connais très bien. Bien sûr, magnifique ça. Où les gens sont gentils. Oui, ça marche. Ils aiment la crème gentille. C'était blague, ça, Steph. Ouais. Tu t'es pas dans ton émission encore, Steph. Hein, t'as 5 minutes parce qu'après, on va rentrer dans les news. Ah oui, je vais être important dans les news. Samedi aussi, dès 9h du matin, on vous met une vidéo sur nos trophées de l'année. Il y a eu beaucoup de débats, notamment autour du MVP. Et lundi, on a fait une vidéo dans la libre antenne où on revenait sur nos trophées de saison. On en a rajouté le kiff, pas kiff. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça rigole? Je sais pas, c'est ton gars, il est en folie depuis tout à l'heure, il me fait rire. Encore, tiens, un truc qui a un lien avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Lausanne, ça te parle? Lausanne, c'est là où j'ai joué. Ouais. T'as commencé ta carrière pro quand personne ne voulait de toi. Non, j'ai pas commencé ma carrière pro. Non, c'est vrai. Bon, enfin, tu comptes Mulhouse et Nantes. C'était mon club de relance. C'est ça. T'as fait quoi en sortie de Cholet? Mulhouse, Oui. Nantes, Oui. Kata. Kata, bon, c'est pas le terme que j'aurais utilisé. Mais C'est moi qui l'utilise. Ouais. Kata. Et après Lausanne. Et après Lausanne. Lausanne-Morges, parce que c'était un jumelage entre deux. Très bien, nous, il n'y aura pas de jumelage puisqu'on y sera donc cet été pour la Coupe du Monde U19. On sera sur place pour commenter, pour soutenir aussi notre équipe de France. On pourra même faire quelques interviews sur place. Il sera pas, quoi. Non, il y sera pas. Merci Steph. Et du coup, la billetterie est en ligne si vous voulez nous rejoindre. La billetterie donc est en ligne et dans la description, on vous met un lien et vous pourrez prendre vos billets et on pourra se rencontrer là-bas en Suisse. On reçoit beaucoup de messages, les gars. On va organiser un truc. On va se voir. Un meet-up de youtubeurs. Un meet-up de... Ouais, exactement. C'est vraiment le meet-up. Il y a un playground au bord du lac qui est incroyable. Laisse tomber les playgrounds. Laisse tomber les playgrounds. Non, mais on peut aller sur un playground faire un Il est magnifique le playground au bord du lac. Très bien, on ira faire des photos pour Instagram. On n'ira pas jouer au basket. Il a arrêté. Ça y est, c'est fini. Je sais, mais toi tu peux. Ban myself for life. Bah, tu prends un iPhone et tu filmes les copains. Très bien, c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Donc en tout cas, on va se voir, on va organiser quelque chose. Mais si vous voulez donc aller assister au match, le lien est dans la description de cette belle Coupe du Monde U19. C'est où ça joue? Dans la patinoire? Aucune idée, c'est à Lausanne, c'est tout ce qu'on sait. On sait qu'il y aurait J.J. Bonsa. Donc pour le coup, si vous voulez voir Team USA, parce qu'il y a France-États-Unis le dimanche sur le deuxième match, vous pourrez voir le futur numéro 1 draft de 2026 pour Rudy Nelom aussi qui coach l'équipe, si vous voulez voir le tacticien Rudy Nelom. Dit Bensa, j'ai très envie de le voir. Moi aussi, on en l'a vrai. jamais vu jouer en vrai, en fait. Ouais, c'est vrai, on a vu que des highlights au lycée. On l'a vu dans un fauteuil ici, mais c'est pas pareil. Il jouait pas, quoi. Voilà. Tirage au sort de la qualif de la Coupe du Monde en 2027 qui aura lieu au Qatar a eu lieu aussi. Alors, c'est pas le tirage au sort de la Coupe du Monde, c'est le tirage au sort des groupes de qualif. Donc, d'ailleurs, c'est une cérémonie qui a duré 8 heures. C'était. Ouais, et Jérémy, c'est tout à fait bravo, lui. Il y avait tous les continents. Exactement. Bah oui. Oui, c'est pour ça que ça a duré 8 heures. Donc, du coup, on connaît le groupe de la France, Finlande, Belgique, et donc une dernière équipe qui doit sortir d'autres qualifications. Ce sera peut-être la Macédoine du Nord avec TJ Shorts. Ah, ouais, voilà, c'est là que Ce serait marrant. C'est là Le que j'ai futur pensé joueur parce NBA. que... Ouais, là j'en profite parce qu'après Voilà, j'ai parce plus que grand chose à dire, donc ce sera peut-être la Macédoine du Nord. Lance le débat sur TJ Shorts en NBA, peut-être qu'on peut faire 10 minutes là-dessus. Exactement, tiens, bon, t'as raison. TJ Short NBA, tu l'avais presque annoncé quand Thiuma Cizalo avait pris le poste. Parce qu'il a beaucoup de prétendants, le Pana est dessus, Olympiakos est dessus. Enlevons le côté financier. Paris Basketball sur le côté salaire égal, voilà, salaire égal. Et sur le storytelling. Dis-moi un peu ce que t'en penses de voir TJ Short potentiellement rejoindre la NBA alors qu'il y a 2 ans, il jouait à Bonn. Oui, enfin, Bonn, c'est pas non plus Malakoff. Hein. C'est une bonne équipe. Champion allemand. Bonhomme, il me dit, il jouait à Bonn comme s'il jouait en National 4. Frère, je connais aucun mec qui a fait Bonn et la NBA en 2 ans. Mais vas-y. Vas-y, quoi. Vas-y, dis-nous. Bah écoute, je sais pas, ce serait curiosité de le voir là. Après, s'il y va, c'est parce qu'il y a son coach qui est Thiuma Cizalo. Hein, donc c'est une opportunité. Ce que lui veut faire financièrement, je sais que Paris Basketball a fait une offre très très haute, avec un 2 devant les chiffres. 2 000 € par mois? Ouais, 2 000 € par mois. Et un T4. Voiture à part. Et un T4 à côté de OneBall. Un T4. Mais non. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que la NBA, ça se présente pas tous les jours? Je pense qu'avec ce qu'il a fait en Euroleague cette saison, il y aura peut-être d'autres opportunités. Si jamais ça se passe pas bien en NBA, quoi qu'il arrive, sa cote est au max en Europe.
C'est l'aventure d'une vie en fait la NBA. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Après c'est le jackpot. Si ça se passe mal, au moins tu pourras dire bah j'écoute, j'ai tenté la NBA, j'ai vu ce que c'était sur une saison, j'ai joué contre les plus grands joueurs du monde et après revenir en Europe. Voilà. Après on sait pas de ce qu'il a envie d'oseille aussi parce qu'il y a des enjeux aussi importants financièrement. Mais après à Memphis il y a déjà Ja Morant, il y a déjà Desmond Bane. Il pourrait peut-être se greffer pour jouer. Voilà. Et puis Tio Macissalo sait comment l'utiliser. Donc très curieux de voir ce qu'il va faire. En tout cas, je pense qu'il a pas mal de courriers devant lui, donc il a plus qu'à choisir TJ Shorts. Ja Morant, il est là pour le moment. Moi, je reste persuadé que ça fait partie des mecs qui sont sur la liste des gars. C'est étonnant que TJ Shorts soit titulaire en NBA l'année prochaine. Ah non, on l'imagine pas comme titulaire, mais je me souviens que ça nous a forcément surpris. Mais comme ça nous a surpris la saison de TJ Shorts en NBA, faut plus être en Euroleague cette saison. Mais tu disais, on t'avait demandé, je me souviens, mais Steph, TJ Shorts en NBA quand même, t'avais dit, mais pourquoi en Euroleague, waouh. Non, en NBA. Mais tu as dit, pourquoi un joueur ultra dominant d'Euroleague pourrait pas aller jouer en NBA? Bah, y a plein de mecs qui ont été dominants en Euroleague qui sont allés en NBA. Après, c'est une question d'opportunité. Il n'y a pas beaucoup qui sont installés. Non, il y a pas beaucoup qui ont leur chance aussi. Qui sont installés, c'est un constat. De Vezenkov à Micic. Et puis après, il y a des mecs qui ont connu des statuts en Euroleague où tu joues devant 16 000 personnes, où tu as la possibilité d'être champion et que tous les matchs sont importants et qu'ils ont plus envie de ça que d'être au bout du banc en NBA. Et de jouer 4-5 minutes. Donc voilà, après, t'as des stages, t'as des carrières, t'as des étapes dans ta carrière où qu'est-ce que t'as envie de faire. Voilà, les mecs, au moins, ils y sont allés, ils ont vu, ils ont pas réussi, mais maintenant, ils sont pas malheureux en Europe non plus. Ce serait une histoire de film, en tout cas, s'ils devaient y aller et s'installer, ce serait exceptionnel. Clairement. Et puis, rappelons que les Ricains, la NBA, ils jouent chez eux. Mais oui, t'as raison. Eux, ils jouent overseas, en Europe, ils sont loin de chez eux, quelque part. Même si on imagine qu'à Paris, il a une vie plutôt très agréable et que n'importe où il est en Europe, il aurait une vie aussi très agréable. Les mecs, jouer chez toi, c'est quand même important. Ouais, pour un Américain en plus. Et puis, ce qui est dingue avec TJ Shorts, c'est qu'on a toujours mis ce plafond et à chaque fois qu'il avait un nouveau challenge, il a pas renversé, il a détruit le challenge. À chaque fois, c'est le meilleur joueur de son équipe. Il est MVP dans toutes les compétitions qu'il dispute, ou pas loin d'être MVP, on l'a vu encore avec le Rolex cette année. Donc en fait, j'ai juste envie de le voir par curiosité en NBA. Il s'installe pas, ça c'est un autre débat, mais juste qu'il y aille et qu'il ait sa chance, ce serait quand même une très belle histoire. Et donc TJ Shorts qui pourrait avoir un passeport de la Macédoine du Nord et donc être il a dans le groupe de la France. Ouais, il a. On n'espère pas parce que ce serait cool quand même. Après, s'il est en NBA, je suis pas sûr qu'il joue beaucoup de fenêtres. Possible. Make sense, Stephen. Allez, on a fait un petit débat parallèle, mais c'est ce qu'on adore dans le First des Shows, c'est parler de tous les baskets et de tous les joueurs. Le sommaire, on va aller dans les news pour commencer, où on connaît 2 finalistes pour les finales de conf déjà. Un à l'Est, c'est Indiana. Un à l'Ouest, c'est les Minnesota Timberwolves. 2 équipes qui avaient déjà été en finale de conf l'année dernière. Le débat, on ira sur la série la plus serrée, la plus palpitante, la plus excitante de ces demi-finales de conf entre OKC et Denver. 3-2 pour le Thunder. On va voir si les Nuggets arrivent à aller chercher un match 7. On fera ensuite une palette sur un gars qui nous fait beaucoup parler, c'est Mitchell Robinson. Tellement maladroit au lancer franc, sauf hier soir, mais qui, quelque part, est très précieux aussi pour son équipe. Donc, du coup, on va se demander, en ouvrant évidemment sur la série, est-ce que, malgré sa maladresse, il reste important, capital, de le faire jouer pour son équipe. Et on finira, comme d'habitude, par le quiz. T'es chaud, c'est sur le quiz? Ouais, pourquoi Je crois que c'est sur la NBA, ça va être relou pour toi. Hein. Ah ouais, merde. Dommage. Bon, je suis meilleur sur le tennis. Écoute, ça tombe bien, on ouvre avec Federer dans les news. Deuxième saison d'affilée où les Minnesota Timberwolves donc vont rejoindre les finales de conférence après avoir battu assez logiquement les Golden State Warriors dans ce match 5, 121 à 110. On a vu un très bon Julius Randle, on va y revenir, et ça c'est quand même l'une des grandes infos de ces playoffs et la très bonne nouvelle pour les Wolves. Il y a eu un match 1 que les Warriors ont gagné avec un Steph Curry qui a joué 13 minutes. Depuis qu'il s'est blessé, on n'a jamais senti les Warriors être capables de renverser cette équipe-là. Ouais, il y a un peu de frustration parce qu'on imaginait une série longue, une série âpre et une série surtout disputée en 6 ou en 7. J'évacue complètement le cas des Warriors et de Steph Curry. Je veux surtout féliciter cette équipe qui, en 2 tours de playoff, ne perd que 2 matchs. Le fameux Lakers in 5, finalement, ça se transforme en Wolves in 5 ou Pacers in 5 aussi, parce qu'ils sont coutumiers du fait. Hier, c'était leur meilleur match de basket, leur meilleur match des playoffs. Ils nous ont sorti une performance de concentration vraiment... ils étaient ultra impliqués dès le début du match. Il y a eu de l'adresse, du Randle notamment. Super match de Mike Conley. Et la meilleure chose que je puisse dire en disant ils ont fait un bon match, c'est qu'ils ont produit 36 passes décisives. Et je suis le premier à dire que cette équipe joue pas bien au basket, que je les vois avoir une limite et un plafond. Bah, j'imagine la finale de conf. Minnesota joue pas bien au basket. Ouais, je trouve qu'elle joue pas bien au basket. C'est un peu sévère, hein. Je le suis, mais parce que je trouve que par rapport à d'autres... Par rapport aux Knicks, ils jouent mieux au basket quand même. Hein. Par rapport aux Knicks, oui, mais l'avantage
je sais qu'il y a d'autres équipes avec qui on peut comparer. Mais hier, ils ont produit un vrai bon basket, des bonnes passes. Ils ont réussi à trouver Rudy en l'air. DiVincenzo était important. Bref, ils ont fait le meilleur match pour moi de ces playoffs. Comme de par hasard, sur un match pour aller en finale de conf, donc c'est très bon signe. Leur meilleure œuvre collectif est de loin. T'as raison, j'ai trouvé aussi parce que Michael Conley, qui était dans le dur offensivement, hier a été bon. On est allé chercher Rudy Gobert. Il y a eu énormément de l'alternance sur cette équipe-là. Steph, on retrouve donc Minnesota en finale de conférence pour une deuxième année consécutive. Ça montre une forme de continuité dans les résultats. Est-ce que tu es surpris quand même? On te rappelle que cet été, ils ont lâché Karl Anthony Towns pour justement des problèmes, pour s'éviter d'avoir un cap trop important. Il y a eu un choix financier devant le sportif. Finalement, sportivement, ils rentrent aussi dans les clous. Ouais. Après, l'année dernière, ils avaient déjà sorti des gros adversaires. On attendait la confirmation, elle est là. On attendait la confirmation d'Anthony Edwards. Est-ce que c'est vraiment un vrai leader pour cette équipe-là? Bon, force est de constater que j'ai envie de lui serrer la main et le féliciter aussi. Tu parlais d'œuvre collective. Hier, il fait 12 passes D et il trouve beaucoup Rudy Gobert sur Diallo. Je crois que c'est le record en carrière pour lui, Anthony Edwards, sur les passes décisives. 12. 12. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu viens de le dire. Bon. C'est sa spécialité en ce moment, de répéter ce que tu viens de dire, les mecs. C'est incroyable, ça. Il écoute pas, je connais. C'est une équipe qui a quand même de la densité avec c'est une équipe qui est ultra athlétique. Quand t'as Anthony Edwards et Jaden McDaniels sur les postes extérieurs. Jaden McDaniels aussi athlétique. Qui a mis d'ailleurs des tomards. Vraiment sur une ligne de fond, il a mis un tomard de l'espace. On sait qu'il est juteux. Ah ouais, mais là. Je savais pas qu'il était aussi vite comme ça. Papa, tu sais, la vitesse vite de pied. Il y a un autre qui a mis un énorme tomard, c'est DiVincenzo en contre-attaque. Ok, d'accord, c'est des athlètes. Oui, c'est des athlètes. Surprenant qu'un roux, hein. Oui. Mais non, moi j'aime bien ce que produisent les Wolves. Il y a cet esprit aussi. On est peut-être underdogs, mais on va vous montrer que finalement ce qui s'est passé l'année dernière, c'était pas une surprise. Et puis faut parler de Julius Randle qui, dans la transformation du basket qu'il avait entre New York et ce qu'il fait à Minnesota sur les playoffs, son envie de défendre aussi, de se mettre au diapason des autres, de défendre, d'arrêter de geler les ballons comme il faisait à New York, où quand le ballon lui arrivait dans les mains, il se passait plus rien. Il y avait 4 mecs qui le regardaient faire et il faisait son petit truc en solo. Il va vite sur les bascules, sur la transition, il est fort, et la définition toujours de gaucher, toujours un peu tricheur. Il y a beaucoup de layups un peu finition, tu vois, faire magnifique en passant en dessous comme ça. C'est vrai. Il était magnifique. Non, cette équipe de Minnesota, elle est dangereuse. Moi, je trouve qu'elle a sa place en fait, et que c'est pas surprenant de les voir aujourd'hui en finale de conf. Restons sur Julius Randle. Tom, j'ai envie de dire qu'il est devenu le joueur qu'on avait envie qu'il devienne. Ouais, t'as raison. Il y a un peu de ça. Il est très leader. Et tu vois, comme tout à l'heure, je parlais de concentration. Ce qui nous rendait ouf quand il était à New York, c'était justement ces sauts de concentration, les moments où il était complètement déconnecté du reste de l'équipe, de ses coéquipiers, il n'avait pas la notion de l'importance des possessions à New York. En fait, il jouait les trucs comme ça sans réfléchir pourquoi. Sauf que là, il y a une espèce de maturité. Alors peut-être que ce trade lui a fait du bien, alors qu'il était frustré de partir de New York. J'ai l'impression que ce trade lui a fait du bien. et qu'on retrouve un mec mature, leader, et ça se retrouve surtout sur les détails. Donc la défense, l'intensité, et le mec a plus envie que tout le monde. Donc on retrouve beaucoup de contre-attaques hier de Julius Randle. Et puis sa récompense d'être bon, c'est l'adresse. Parce que c'est tout à fait le type de mec, lorsqu'il commence à mettre externe de manière très sérieuse, en fait, t'es complètement inarrêtable sur le 1 contre 1 et sur tout le reste. Donc, vraiment, bravo à lui. On a vu les stats, il a plus de 7 passes de moyenne. C'est quand même une stat de très haut niveau. Il fait une série et des playoffs monstrueux. Moi, ce que j'aime chez ce mec, c'est qu'il est à droite, à raison, mais il ne dépend plus que de l'adresse, ce qui était le cas à New York. Souviens-toi quand il fait la saison. C'était un bad shot maker de malade. Quand il fait une saison monumentale à New York où il met des tirs incroyables, mais en playoff, ça rentre plus et derrière, il fait plus rien. Là, je trouve que parfois il va percuter dans l'alternance dans le jeu. Ça reste un buff. Bien sûr, donc en fait, c'est d'abord un buff. Défendre ce mec-là qui peut driver, shooter, aller finir sur du post-up, c'est un vrai calvaire à défendre sur peu importe le match-up, et il rend enfin les choses compliquées pour ses adversaires. Et c'est en ça que ça change. Il y a une autre chose qui change, c'est que l'une de ses meilleures saisons pour moi, c'était aux côtés d'Anthony Davis dans un rôle de numéro 2. À New York, il a été numéro 1, il a fait des bonnes saisons, mais on l'a jamais senti véritablement comme un leader. Après, il a fait des choses à New York, on va pas non plus chier sur un mec. Il fait 2 grandes saisons, il fait 2 grandes saisons. Je suis pas dessus, on attendait peut-être un peu plus de... C'est dans l'attitude, où des fois le costume de numéro 1 paraissait un petit peu trop grand pour lui. Là, il arrive à Minnesota, on sait que le leader c'est Anthony Edwards, il y a pas de débat, et il se retrouve dans un rôle de numéro 2 qui lui va encore une fois à merveille. Il n'y a pas de honte à être meilleur en étant numéro 2 et parce que le costard de numéro 1 est trop grand. Quand tu vas en finale de conf, surtout. Il vaut mieux être un très bon numéro 2 qu'un mauvais numéro 1. Bien sûr, dans une équipe qui va loin. Oui. Mais vous savez, ce qui est fou, c'est que quand on se replace, et tu l'as dit tout à l'heure, sur le trade de Towns, on connaît les raisons. Quand il y a le trade, on se dit, OK, Julius Randle, il arrive, il est moins fort que Towns, il n'y a aucun doute. Et puis cette équipe fait ce trade en imaginant que Julius Randle, à un moment, reparte.
Finalement, ils font la saison complètement comme ça, en étant peut-être un peu moins forts, avec un peu moins d'ambition sur la saison régulière. Mais quand ils arrivent en play-off, ils se sont complètement remis dans le... En fait, on est peut-être la meilleure équipe de l'Ouest et on va devoir le montrer contre les Lakers d'abord. Et c'était la parfaite adversité, donc non pas de défense et pas de course, pour se lancer dans ces play-offs-là. Et là, ils sont en espèce tu sais, ils sont dans la fusée, ils sont partis. Et il y a un espèce de truc un peu inarrêtable à l'image des Pacers. Hier, je disais, les Pacers, je les ai pas encore vus dans le dur. Et moi, tant que t'es pas dans le dur, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui te répond, on sait pas ce que tu as véritablement dans le ventre. C'est exactement ce qui se passe avec les Wolves. Donc, je vais dire que les trucs positifs, sauf que l'adversité aujourd'hui n'est pas au niveau... personne non, mais en tout cas, ils ont pas joué une équipe qui les a mis dans le dur. Donc, quand t'es dans le dur, c'est là qu'on voit qui est qui. Tom, pour digresser un petit peu, parce que tu as dit au moment du trade, Karl Anthony Towns c'est un meilleur joueur que Julius Randle. J'aimerais bien qu'on en reparle en play-off. Hein. Ouais, alors quand même. Non, mais Towns, c'est un meilleur joueur que Julius Randle. C'est pas parce que sur un run, il y en a un qui est meilleur. Malgré tout ce qu'a connu Karl Anthony Towns, il y en a un qui a une meilleure valeur. Je vois un mec qui s'est envoyé LeBron en défense, qui met des pelés défensifs et tout. Oui, mais là, tu me parles de 3 semaines et tout. Enfin, surtout big picture. Non, il n'y a pas de big picture. Il y a un moment le plus important de la saison et je vois des attitudes. Et on va y revenir tout à l'heure sur New York. Oui, d'accord, mais là, je veux bien. Un mec qui tourne à 7 passes de moyenne. Ouais, non, mais attends, il est exceptionnel, mais depuis 5 ans, tu te pisses sur le mec du Randle. Karl Anthony Towns, il joue aux Knicks. Les Knicks, ils mènent 3-2 contre Boston. Ça me paraît être comme une adversité plus supérieure par rapport à ce que Minnesota a connu sur ce début de playoff. Bon, tu vas pas chier sur Karl Anthony Towns comme ça. Attendez, je chiche pas sur Karl Anthony Towns. Je regarde les matchs, je vois des grandes attitudes chez ce garçon. D'accord, si tu veux prendre l'instant T, peut-être, mais... C'est quoi l'instant T? C'est les playoffs, on passe nos vies à dire on attend les playoffs, c'est le vrai moment et tout. Là, d'un coup, faut avoir une big picture. En high school, il avait plus de stats. C'est pas parce que Julius Randle il est pas en train de choc là. C'est pas parce que Julius Randle fait le meilleur mois de sa vie que ça en fait de lui un meilleur joueur que l'autre. L'environnement compte, l'alchimie d'équipe, tout compte. À un moment donné, Karl Anthony Towns, il a été très bon avec les Wolves par moment. Je pense que quand on prend un peu de recul, Towns est un meilleur joueur que Julius Randle. Ça veut pas dire que là, en mai 2025, il peut pas être meilleur sur une semaine ou contre l'équipe qui domine largement. Moi, je l'ai cru au moment du trade. Je l'ai cru sur la saison d'ailleurs qui vient de s'écouler aussi. Je trouve que, c'est ce que je dis, je trouve que l'œuvre personnelle de Randle est plus complète que Karl Anthony Towns. En carrière ou là sur les Ah oui, donc on est sur la 60, c'est ce que je te dis. Donc la big picture, c'est d'essayer d'élever un petit peu. Ça dépend, vous êtes trop marrant, c'est élevé de quoi? Moi je suis en playoff, c'est maintenant que ça compte. Moi la big picture, je m'en bats un peu les couilles. Donc Julius Randle aujourd'hui qui est dans une équipe qui domine largement toutes ces séries, grâce à lui notamment, face à les Knicks qui sont dominés dans tous les matchs qu'ils font mais gagnent sur la fin, tu vas réussir à comparer les deux. Moi, je crois réellement que si... On pourrait pas les comparer. Ils ont été impliqués les deux dans un trade, l'un pour l'autre. Ils changent. Il y a une équipe qui va en finale de conf. Il y a une autre qui mène 3-2 face à Boston. Je suis pas en train de dire que Karl Anthony Towns est dramatique. Je suis en train de te dire que d'une, je suis surpris de ce que propose Karl Anthony Towns, Randle des deux côtés du terrain et notamment l'aspect défensif qui m'a souvent rendu fou du côté de New York. Je vois Karl Anthony Towns. J'oublie pas ce qu'il a fait face aux Pistons. Après, vous avez vu le match hier quand même? Mais surtout, surtout Karl Anthony Towns, il me fait saison régulière XXL. Donc forcément, il a plus de chances de faire un peu moins bien que ce qu'il a produit sur la saison régulière. Julius Randle, c'est la courbe inverse. La saison régulière de Julius Randle, elle est pas au même niveau que celle de Karl Anthony Towns. Moi, je vois des attitudes qui me... Oui, non, mais d'accord. Très bien. On revient toujours sur les attitudes, mais Karl Anthony Towns, il a toujours cette attitude-là un peu de béné avec sa bouche comme ça, là, de chialeuse. Il chiale beaucoup. T'as quand même... Moi, je pense quand même que Towns est un meilleur joueur. Il fait une grande série face à Boston, Karl Anthony Towns? Non, il fait pas une grande série, mais bon, s'il mène 3-2... S'il mène 3-2 et que t'es l'intérieur titulaire, on peut pas non plus dire qu'il est nul à chier, sinon il perdrait 3-2. Ou en tout cas, il ne mènerait pas dans la série. J'ai aussi l'impression qu'il y a eu des basculements. Attends, ce que je veux dire, le dernier truc par rapport à ça, et je répète ce que je dis par rapport aux Pacers. Quand t'es dans une équipe qui est dominante, et les Wolves contre les Lakers c'était dominant, contre les Warriors ils sont dominants, c'est plus simple d'installer ton jeu quand t'es dominant physiquement. Là où les Knicks ne sont pas dominants, ils mènent dans la série mais ils sont pas dominants dans les matchs. Donc Julius Randle, quand Julius Randle rencontrera en finale de conférence, on peut imaginer une équipe qui l'une ou l'autre, Denver OKC, qui est au moins au même niveau que les Wolves, là on pourra vraiment voir quel est le véritable niveau de Julius Randle. Là, il est bon dans son équipe qui est largement meilleure. Lui, il domine, c'est grâce à lui aussi. Moi, je n'accroche pas à ta théorie. C'est pareil pour Indiana. D'ailleurs, on va y aller sur Indiana. Donc l'adversité, ça compte pas. De dominant, en fait. Mais non, quand tu domines, c'est que t'es meilleur. Et que, mais c'est ce que je te dis. Mais l'adversité, c'est quoi? Tu te rends bien compte que quand tu joues contre les Spurs de saison régulière ou contre les Boston Celtics de finale 2024, c'est pas la même équipe en face, c'est pas la même adversité. On est en demi-finale de conférence. Donc, au bout d'un moment, évidemment qu'on est au jour le jour. On est au match après match et on passe nos vies. Oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais je te parle de l'adversité. Erwan, les Lakers, on en a parlé beaucoup. Ils ont été cata, tu cours pas par l'intensité. Là, tu joues contre les Warriors sans Steph Curry. On se rend bien compte qu'ils sont moins forts. Mais non, mais c'est pas certes. C'est un constat pur.
4-0. Mais voilà, donc c'est un constat pur. Ils sont largement Steph meilleurs. Curry s'est blessé, ils ont gagné 4 Donc fois. c'est meilleur d'être dans une équipe qui domine. C'est ce que je te dis tout simplement, c'est tout. Oui, d'accord, oui, bref, ok, bon, passons. Les Warriors. Il est bizarre ce mec. Mais je suis pas bizarre, quoi. Je comprends pas. Je l'ai répété plusieurs fois pour que tu comprennes. C'est pour ça, mais Est-ce qu'on a le droit de pas être d'accord? Ah, on peut. Let's agree to disagree. Est-ce qu'on va être d'accord? Est-ce qu'on va être d'accord sur les Warriors? Donc du coup, qui donc sont éliminés en demi-finale de conférence avec Steph Curry qui s'est blessé. On fait un petit point sur la saison, une qualification donc par le play-in, sorti les Rockets donc avait été deuxième de la conférence Ouest et ensuite il y a la blessure de Steph Curry. Il reste encore, on voit les joueurs sous contrat. Qu'est-ce qu'il va falloir faire cet été? Il y a un cas notamment qui interroge, c'est le cas de Kuminga qui a été ni plus ni moins que le meilleur Warriors sur la série face à Minnesota avec un temps de jeu très limité, très limité. On sait que Steve Kerr, pas grand fan du joueur, mais chaque fois qu'il joue, il est plutôt très bon. Qu'est-ce qu'on fait cet été? On sait qu'il va y avoir des coups à faire. On pense à Giannis, on pense à Kevin Durant, même s'il l'avait raté en février parce qu'il n'avait pas voulu revenir là-bas. Il y a d'autres coups à faire. Qu'est-ce que doivent faire les Warriors cet été? C'est une difficile question parce qu'ils sont éliminés hier et qu'il faut un peu de temps pour penser à ça. C'est difficile parce que les mecs sont vieux aujourd'hui et que tant qu'ils n'auront pas pris la décision de tourner la page, bah nous on pourra faire 1000 idées, hypothèses. En fait, c'est eux qui vont décider. Bon, c'est un peu con ce que je dis, mais comme on a toujours l'impression que les Warriors finiront par mourir avec Steph et avec Draymond Green, que je vois pas, je vais dire Bob Myers, Michael Donovan Jr. tourner la page de Steph Curry, de Draymond Green et donc maintenant de Jimmy Butler. Donc je pense qu'ils vont repartir avec le même effectif en se disant, franchement, au complet, on a été l'une des meilleures équipes de la fin de saison régulière et donc si on est à 100% et au complet en playoff, on aura une chance d'être champion. Le cas Kuminga, on le met un petit peu de côté parce que je pense qu'il est vraiment sur la fin et qu'il va partir. Il partira assez logiquement. Donc moi, je pense qu'ils vont jouer un peu logiquement la continuité en fait. Hein. On peut peut-être le regretter, mais je crois qu'ils vont jouer. Est-ce que tu peux jouer la continuité et faire un coup cet été aussi? Mais un coup comme qui? Comme les mecs de cet été? Je pense pas. Que t'as cité. Ouais. Le coup, ils l'ont fait avec Jimmy Butler en fait. Ouais. Donc là, c'est autour de ces mecs-là ce que tu fais plutôt. La page, elle est compliquée à tourner quand tu vois la fin de saison que font les Warriors, quand ils tapent les Rockets, quand tu vois ce que Steph Curry est encore capable de produire, c'est compliqué de dire, allez, hop, on bascule parce que mine de rien, l'échantillon que tu as eu, Butler-Curry, il est quand même alléchant et il te laisse espérer des grandes choses qui est bafoué à la fin parce que Curry est pété, donc ça rebascule tout. Jimmy Butler, il a moins d'espace quand il n'y a pas Curry, donc il est un peu en galère sur, parce que sur la fin. Finalement, ils n'ont pas... Au complet, c'est top. Ils n'ont pas de marge, par contre. Non, ils n'ont pas de marge. Après, tu peux penser que, on l'a vu d'ailleurs hier, Podziemski qui fait encore un match magnifique. On aime beaucoup. Il fait kiffer, lui. Il fait quelle fac? J'en sais rien, ça m'intéresse pas. Clara. Mais lui aussi. Ouais, c'est pour ça, c'est la même fac que Steve Nash. Avec les Bercy 2, je t'aurais pas dit. Allez. Il n'y a pas de fac à Bercy 2. C'est un centre commercial. Parly 2, à la fac, Vélizy. Podziemski, il y a encore une marge de progression énorme, donc l'année prochaine, il y aura encore un peu de maturité. Tu peux te dire que Quinten Post, qui est là, bon, tu sais pas pourquoi il est là, mais finalement, il s'est imposé dans la rotation, que l'année prochaine, il sera aussi un peu plus intégré dans l'équipe. Et les deux ensemble, Butler-Curry, pour moi, c'est encore très très haut niveau. Donc je pense pas qu'ils vont tout faire péter. Ils vont aller là-dessus. Peut-être se renforcer sur des postes. Voilà, mais tout péter, certainement pas. Moi, je te rejoins sur la théorie. Ils vont aller jusqu'au bout avec Steph Curry. Oui, parce que c'est mérité. C'est mérité. Et Draymond Green, parce que l'histoire doit être comme ça. Oui. Voilà. Non, mais Steph, c'est évident, mais on pourrait se poser la question pour Draymond Green. Moi, depuis 2 ans, j'espère qu'il part, mais il va continuer. Et avec Jimmy Butler, ils vont se dire, vas-y, ils ont 35 ans, peut-être tous au moins. J'ai une question pour vous. Sur Draymond Green d'ailleurs, parce qu'il y a eu des milliers et des milliers de débats sur lui. Curry absent. Est-ce que vous avez vu un Draymond Green meilleur? Prendre plus de responsabilités, faire plus de choses? Non, il reste dans son rôle. Il reste dans son rôle, mais il le fera. Il l'a jamais fait, il le fera jamais. Après... Mec, on a tous connu ça dans des équipes où le leader est absent et t'as des mecs qui émergent. Il a pas le talent pour faire ça. Voilà. Il a pas le style pour faire ça. Il a pas le talent pour faire ça. Oh non, il n'a pas le talent pour faire ça. Il est le meilleur pour faire tout ce qu'il faut autour de mettre des points, c'est tout. C'est un guerrier, il s'envoie, c'est toujours lui qui essaie d'être le garant de ce jeu de mouvement, de ce passing game. Après, oui, de toute façon, on le voit bien, même avec Dodd, Steph Curry, il décante tellement de choses, il crée tellement de spacing, mais Draymond Green est et restera un mec sur des mains des pics, du lien. C'est un mec complémentaire. C'est un mec complémentaire. Il est forcément complémentaire. Il n'y a pas Steph Curry, tu vas attendre quoi? Que Draymond Green tourne à 18 points par match, il le fera pas. Surtout à son âge maintenant. C'est tristouné. Non, mais c'est la réalité de ce joueur-là, qui est un joueur un peu spécial dans l'histoire de la NBA, ça c'est sûr. Unique, quoi. Voilà, on rentre dans les mecs où, oui, s'il n'était pas arrivé aux Warriors avec Steph Curry, il ne serait pas Hall of Famer, mais il est Hall of Famer, le mec. On a la réponse. Oui, mais ça change rien au fait qu'il a maximisé son potentiel. Et puis surtout, il y a une œuvre avant quand même.
Non, mais tu peux peut-être être déçu, mais... Il a une œuvre, il a 3 millions d'amende. Bon, ça, c'est une belle œuvre. Ah non, mais ça, c'est sûr. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est une réalité, mais Il a pris s'est 50 construit 000, comme ça. 50 000 encore. S'il avait dit le truc des paris, c'est 5,5. Non. Citron vert. On vous a demandé que doivent faire les... Et pas mûr. Hein. on doit faire que... Ah si, gros, il a quand même la trentaine. Mais... Que doivent faire les Celtics, les Celtics, n'importe les Warriors cet été? Trouver un big, évidemment. Les Wolves ont fait payer les Lakers et les Warriors, plus OKC et Denver de l'autre côté, où à l'intérieur, c'est fort. Pas de monnaie d'échange dispo, hormis Kuminga, ou profiter des saisons de Podziemski ou Hill pour aller chercher un Gafford ou un Mark Williams. Mais oui, on le sait tous, ils sont sous-dimensionnés. Dis, il n'en a pas besoin. On n'a pas besoin au Mavs. Non, c'est sûr, mais en tout cas, ils doivent aller chercher quelqu'un qui puisse remplir ce poste de titulaire, poste 5, parce que Jackson Trace Davis peut pas le faire, Quinton Post peut pas le faire, et Kevin Looney, on connaît ses limites aussi. Voilà. Donc à un moment donné, ils doivent avoir un mec qui soit poste 5, quel que soit le style. Hein. Il peut shooter externe, pas shooter externe, être bon contraire et tout. Ils doivent avoir un mec, c'est tout. Mais est-ce qu'ils ont envie de jouer avec un vrai 5? Ils ont gagné avec Andrew Bogut, ils ont gagné avec Zaza Pachulia. Enfin, je sais pas, à un moment donné, ils ont gagné comme ça, les mecs. Même si les Warriors ont un style de jeu unique, tu dois à un moment donné un peu te calquer sur tes oppositions, et que ça soit Anthony Davis, Jokic, Holmgren, au bout d'un moment, tu passes à la caisse. Bon. Oui, tu passes à la caisse quand tu joues des équipes qui ont des vrais grands. Quand je vois ce que fait Isaiah Hartenstein, je parle dans le jeu, hein, au-delà de toutes ses qualités qu'on aime de défense et tout. Avant Hartenstein, il n'y avait aucun end-off dans le jeu d'OKC. Maintenant, il y en a des tonnes parce qu'il est tellement fort sur tu joues pas là, hop, tu te passes à terre. Ça paraît b.a.-ba du basket, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de pivots qui sont capables de le faire. Et si tu arrives à recruter un mec comme ça, et ben tout de suite, le jeu des Warriors, en fait, va continuer à progresser quelque part. J'aime bien l'idée de Gafford, en tout cas. Tu peux pas faire ça pour le coup. Hein. Un autre. Il sait pas faire ça. Hein. Non, il sait pas faire ça. Il sait faire d'autres choses. Un autre commentaire avec le sanglier lozérien. Sacré blaze. Hein. Un meneur backup solide, capable de défendre, de distribuer et de slasher. Il y a un vrai pivot dominant. Ouais, d'accord. Ils ont des assets à trade. One last shot for Curry. De toute façon, ça va être ça un petit peu l'idée. Oui. On enchaîne avec un dernier commentaire de Angelo. Cette équipe a un sérieux potentiel. Déjà, la défense, quand tout le monde est là, est super. Il y a la question de Kuminga à régler et je pense qu'il faut au moins un big meilleur que Looney en backup. Mais au vu du niveau de Draymond, je ne pense pas qu'il faut le trade. Voilà, écoute, donc il y a plein d'interrogations. Vous avez vu l'histoire sur Kuminga, pourquoi il était benché toute la fin de saison et, dis-nous. Apparemment, il pensait qu'à sa gueule et tout ça, non il jouait pas assez pour Steph Curry et Steve Kerr a pris... Attitude terrible, et il fait partie de ces mecs-là qui, je sais pas, qui n'ont pas envie de rentrer dans le moule du Warriors basketball. Donc il faut s'en séparer. Au vu de la gestion de Kerr de Kuminga et de ce qu'avait montré Kuminga, pour moi c'est clair que ça dépasse le cadre du basket. Oui. Et vous avez compris pourquoi Moses Moody, il a plus du tout joué. Et hier, il a joué 12 minutes à la fin du match là, mais il est sorti de la rotation. Il était le troisième quart-temps, il fait un run, il met 8 points d'affilée. Il joue 12 minutes du quatrième quart-temps. Il était pas dans un bon mood. Très bien. Les gars, on a fait qu'une news. Hein, ouais, mais ça tombe bien parce qu'on a 3 heures devant nous. Il est 16h30. Parce qu'on a commencé à tourner à 12h30. Voilà, c'est pour ça. On a fait 2 news. On a fait les Wolves et on a fait les Warriors. Non, c'est la même news. Parce que la deuxième news, c'est Cleveland. Cleveland qui s'est fait éliminer donc par les Pacers. 4-1, encore une fois. Il n'y a pas eu photo dans cette série. On va revenir évidemment sur la saison de Cleveland. Mais d'abord, honneur aux vainqueurs. Et même si ils ont dominé et qu'il y a eu des blessés, comme Thomas aime dire, bravo aux Pacers qui retrouvent pour la deuxième saison d'affilée là aussi les finales de conférence. Ah, on peut chambrer un petit peu. C'est pas moi qui le dis, c'est le coach, Kenny Atkinson. Hein. C'est pas moi. Ah oui, mais il va pas dire l'inverse en même temps. Encore une fois, Indiana qui s'en sort en 5 matchs, qui a assez peu tremblé finalement sur cette série. Qu'est-ce qu'on peut dire à part que cette équipe-là, elle est bluffante et elle est aussi attachante. Bravo. Ça, c'est une stat en bas là que vous voyez dans le tableau. 22e payroll de NBA, donc 22e masse salariale de NBA. L'année dernière, c'était 25e. Ça, honnêtement, c'est une stat exceptionnelle parce que normalement, lorsque tu es programmé pour aller en finale de conf, tu as des gros chèques, tu as des gros joueurs et t'envoies un maximum de flouze. Eux, ils ont réussi à se construire. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas dit moi aussi, ça fait longtemps que j'ai pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. T'as du flouze. Les mecs, ils sont construits c'est la meilleure manière d'être construit, en fait, tu vois. Des mecs de la draft, des bons choix de trade. On pense donc aux 2 stars quand même. Il est en train de me rendre fou, ce truc. Entre Siakam l'année dernière et Haliburton qui vient aussi d'un trade. Une belle construction avec des mecs qui pensent aux autres. Tu vois, cette espèce d'idée du collectif avant tout. Et là-dedans, tout le monde va pouvoir s'éclater et jouer à un très haut niveau. Franchement, les Pacers, tu peux rien dire de négatif d'eux. Tant depuis 2 ans, ils sont réguliers dans les résultats. Même dans cette saison régulière où il y a eu des hauts et des bas. Dans le moment le plus important, c'est
la meilleure équipe de la conférence Est. Là, s'ils sont champions, ils passent devant Boston sur la meilleure équipe de la conférence Est depuis 2 ans. Donc ça montre à quel point il travaille bien et Carlisle est un coach, juste un des meilleurs coachs de NBA, tout simplement. Steph, Rick Carlisle, c'est ton gars. C'est ton gars en plus, Tim Carré. Qui avait déjà fait back-to-back finale de conf 2003 de 2004. Là, il va rebelote pour lui 2024-2025. Il a amené le titre, bien sûr, à Dallas. Des ajustements d'un match sur l'autre où s'étaient fait détruire par la zone de Kenny Atkinson. Il est revenu 2 jours après. Leçon de basket en disant à Kenny, sympa ta petite zone, gros, mais il va falloir trouver autre chose si tu veux nous. Il a pas trouvé. Il a pas trouvé. Et il y a eu ce momentum. Alors ça peut faire sourire, ce momentum parisien en fait, parce que avant d'arriver à Paris, cette équipe des Pacers. Bon, elle était quand même, quand même pas terrible. So-so. Il y a eu ce deuxième match où Tyrese Haliburton a pris un coup de chaud. Et ils sont rentrés aux States. Ils ont fait une deuxième partie de saison exceptionnelle. Alors, je sais pas où ils ont traîné, au Jean-Gall ou je sais pas. C'est Erwan qui les a orientés dans des bons endroits. Mais je lui ai proposé à Tyrese Haliburton en interview. Mais non, c'est. Et puis tu sens que. La confiance, tu vois, on a tous connu ça dans les équipes, la confiance les uns envers les autres. Quand je vois les discours sur Andrew Nembhard, où le mec il dit s'il faut donner un ballon de la gagne, Andrew Nembhard, je sais qu'il est là pour mettre les paniers. La confiance d'Haliburton, qui mine de rien a du mal vivre le fait d'avoir été élu joueur le plus overrated de la ligue. Ça fait mal, gros, de mec. Quand c'était tes joueurs, tes collègues. Même s'il y en a beaucoup qui n'ont pas voté, hein, c'est un panel. Je suis d'accord, mais bon, il y a l'histoire avec Lillard aussi au premier tour. Oui. C'est un truc de motivation en plus. Mine de rien, quand t'es numéro 1 des mecs surestimés, gros, ça fait mal à l'ego, donc t'as envie de prouver aussi. Là, bravo à lui parce qu'il a prouvé. Et puis les rotations sont bonnes et des mecs qui sont soft entre guillemets, qui ont su aller au charbon. Thomas Bryant en premier. Incroyable. Quand t'as 2 bigs qui sont forts comme ça, comme Siakam, mais qui a quand même un peu le tonton de l'équipe, qui a déjà une bague NBA au doigt, qui sait jouer ces moments-là importants. Et voilà. Puis après t'as des petits filous en sortie de banc, Bitopin qui dans le jeu d'Indiana, c'est incroyable. Indiana, panier encaissé ou stop. Le mec, il envoie des 3 secondes 3 pour traverser le terrain, pour aller finir en contre-attaque. Donc, c'est la confirmation. Mais mine de rien, sur les playoffs, c'est tellement important d'avoir déjà connu ces stades-là de premier tour, de deuxième tour, sur des matchs importants à gagner, comment aborder les rencontres. Et les Pacers, entre la NBA Cup et la finale de conf l'année dernière, tu t'aperçois qu'ils ont un avantage sur des Cavs qui, mine de rien, je pense, sont sur la jante physiquement, que les mecs sont Garland, il est sur une jambe, Mobley... Steph, on va y aller sur Cleveland. Les similitudes avec les Wolves, c'est quand même, il y en a beaucoup, non? Un peu spécial. 4-1, 4-1. Ouais, mais premier tour, deuxième tour, déjà. 2 équipes. À chaque fois contre des mecs un peu blessés, pas heureux, machin, mais tu roules dessus, par contre. Il y a des similitudes, clairement. On va aller tout à l'heure sur Cleveland, c'est pour ça que je me suis coupé. Regardez cette stat d'Indiana, parce qu'on parle de cœur, d'alchimie d'équipe. Regardez cette stat. Ils ont été menés de 7 points 2 fois dans ces séries. Regardez l'histoire de la NBA. Donc, il y a une seule équipe qui a gagné donc sur 385 scénarios comme ça. Eux, les Pacers, ça leur est arrivé 2 fois. Ils ont gagné. Ce qui a mené de 7 points à 1 minute 30 de la fin, c'est pas rien. Ça montre aussi que cette équipe-là... de France aussi, de Claude Berger, contre la Grèce. Faire faute. On salue Claudinho. Rastambourg, Claudio. Entre autres. Et... ça montre aussi, quand tu fais 2 fois en si peu de temps des renversements de situation comme ça montre que tu as certes la baraka, mais que tu sais créer ça. Oui, après, il y a une tu forces ton destin. Oui, mais il y a une part de réussite, forcément. Oui, mais elle tombe. Dans compte-là, tu profites des conneries aussi, parfois, des adversaires, mais te dire que tu lâches pas, parce qu'il y a des équipes qui lâchent parfois quand ils sont à -7 à 1 minute 30. Tu lâches pas, tu prends tes responsabilités, tu mets des énormes tirs. Faire ça 2 fois de suite, c'est plus un hasard. Ça veut dire que exactement. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont concrètes dans cette équipe-là. Tu te donnes en tout cas le moyen d'y croire. Et quand t'es une équipe faite par l'attaque et par l'adresse... C'est une équipe qui lâche pas en plus. C'est une équipe qui lâche pas. Ils ont pris des blitz parfois. C'est une équipe qui se construit par l'attaque. Et donc, quand tu te construis par l'attaque, t'as toujours des moments de grâce. Parce que la défense est venue après coup, tu vois, on s'en rend bien compte dans la construction de cette équipe-là. Et comme c'est une équipe qui, visiblement, a décidé de pas rater un tir à 3 points, c'est la première fois dans l'histoire qu'une équipe sur une série est à plus 50% à 2 points et 40% à 3 points. Ils sont sur un nuage d'adresse, un nuage de jeu, un nuage de basket, un nuage d'alchimie. Ils sont exceptionnels, vraiment. Alors, comment battre cette équipe, non seulement une fois, mais même les battre 4 fois pour les sortir d'une série? On en a parlé hier dans Clutch. À un moment donné, ils sont à -18, ils mènent 3-1. Ils ont le droit de dire... On laisse pisser comme certaines équipes font en play-off. On a vu les Warriors le faire, on a vu Denver le faire, on a vu d'autres équipes le faire.
Eux, ils font pas ça. Ils ne lâchent jamais un match. Ils sont menés de 19 points, il n'y a même pas de money time à la fin du match. Mais il y a 30 points d'écart sur 2 cartons entre le deuxième et le fin du troisième, il y a 30 points d'écart. C'est une équipe, honnêtement, pour les battre sur un match, déjà, bon courage, mais pour les battre sur 4, sur une série, 4 fois dans une série, moi, c'est une équipe, je te jure, je me dis, mais en fait, aujourd'hui, qui en NBA peut s'envoyer 4 fois les Pacers? C'est une question qu'on va se poser déjà sur les finales de conf, puisqu'on verra qui de Boston ou des Knicks vont rejoindre les Pacers. Et puis si finale NBA il y a, on sait qu'en face il y a du lourd, notamment avec OKC, Denver et Minnesota. Un petit mot, les gars, sur Cleveland qui nous a régalé tout au long de la saison régulière. On peut pas s'empêcher, Thomas, d'avoir un goût d'inachevé, un goût de déjà vu avec ces Cavs où les mots soft, pas d'âme. C'est des mots durs, hein, mais c'est exactement ce qui caractérise cette équipe-là. Ça fait 3 rounds de playoffs d'affilée où on a la même sensation de se dire « Ok, vous jouez bien au basket, mais qu'est-ce que ça manque d'envie, de trop de choses ». Ouais, de beaucoup de choses. En tout cas, des premiers ingrédients de playoffs, c'est-à-dire de l'intensité et puis de la bonne gestion de fin de match. Eux aussi, à l'image de Boston, ils ont mené dans la plupart des matchs. Encore le dernier. Les mecs, ils sont tout le temps en train de mener. Ils sont tout le temps rattrapés, soit dans la dernière minute, soit plus longuement dans une deuxième mi-temps qu'ils n'arrivent pas à gérer. En fait, leurs bas sont trop bas. Et on a beaucoup hier parlé du côté soft, du côté méchant des stars ou des joueurs les plus importants des Cavs. Depuis hier, j'y pense. Et si j'étais fan des Cavs, je me disais, mais attends, qu'est-ce qui nous manque? Mais qu'est-ce qui nous manque pour réussir à passer ce plafond-là du deuxième tour de playoff? Parce qu'il y a tout qui est réuni en termes de basket, tu vois. Alors, il y a un autre sujet aussi, c'est que ils ont remplacé Kenny Atkinson, JB Bickerstaff, qui est considéré comme un coach qui a des limites, par Kenny Atkinson, qui est coach de l'année, et lui aussi se fait out-coacher terrible par Rick Carlisle. Donc, tu peux tirer sur absolument tout le monde chez les Cavs, alors que tous les ingrédients étaient réunis à la base pour qu'ils aillent en finale de conf. Moi, je suis presque peiné pour eux, en fait, quelque part. Peiné, oui. Quand t'as gagné 64 matchs de saison régulière et que t'es leader de la conf Est, t'as un peu plus d'attente là-dessus. Moi, on a tellement loué le binôme Jarrett Allen et Evan Mobley en saison régulière en disant attention, quand t'as 2 bigs comme ça fait carnage en playoff. Bah, ça fait pchit en fait. Ça mais fait pchit, parce qu'ils ont pas encore. Ils font pas mal. Les deux à l'intérieur. Non, c'est des bons joueurs. Enfin, Evan Mobley, c'est un bête de joueur. On voit ses stats. Si il y a ses stats entières, ils sont corrects. Ouais, il a du mal. C'est pas la première fois. Pourtant, on l'adore. C'est un bon joueur. Mais waouh, moi, les deux associés, je trouve deux gentils. Hier, on a débatté aussi dans Clutch. Je trouve que c'est une équipe de gentils. Oui. C'est une équipe de gentils. Il y a jamais un vilain coup. Il y a jamais une tarniole qui part. Ouais, ou un tête-tête pour parler. Sans parler de mettre des coups violents. Mais tu sais, ce truc de je te parle, je réduis les distances, j'essaye un peu de pourrir. Ça fait partie du jeu. Alors, je vois certains dans les commentaires qui disent ah ouais, mais ça se fait pas. Si. Ils l'ont perdu un peu avec George Niang qui avait un peu ce profil un peu. Ouais, encore, hein, c'est pas non plus. Je te parle dans le Wawa, c'est pas Chuck Norris non plus, hein. D'accord, mais on n'est pas là pour mettre des high kicks non plus sur un match de basket. Mais les Max Truss, les Ty Jerome, c'est tous des gentils garçons bien élevés. Ouais. Alors que Kenny Atkinson n'est pas un gentil. Bon. C'est un petit caniche aboyeur qui est relou, qui va te mordre les mollets. Lui, il a tenté des choses, je trouve. Je veux pas cisailler Kenny Atkinson sur cette série playoff. Il a tenté des coups de coaching. Je trouve que tactiquement, il a essayé des choses qui sont pas passées. Et puis Donovan Mitchell. Trop de zone. Oui, trop de zone. De la zone, on en voit partout. Moi, j'ai vu Denver faire trop de zone sur la première. Ils ont fait un 3-1, 2-3, 3-2. Ils ont fait 47 minutes, 30 de zone, les mecs. Ils ont fait que ça. Donc, mais trop de zone. Je veux dire la même chose. Trop de zone. Trop de zone, mais pas en NBA, frère. Mais ils perdent des matchs parce qu'ils sont qu'en zone. La 3-2 là sur le match 4 où ils se font exploser de 40 points en première mi-temps. Tout le premier quart-temps, ils restent en zone 3-2. Frère, la zone, tu connais, sur 2 attaques, tu sais si tu la continues ou pas. Oui, après. Il s'est trompé, non mais il a tenté des trucs, mais il s'est trompé. Moi, je préfère tenter des choses et me tromper plutôt que de rester et de me faire casser la bouche en disant j'aurais pu faire ça. Après, Donovan Mitchell est le leader de cette équipe. Sportivement, j'ai pas grand chose à reprocher à Donovan Mitchell. Mais ça, maintenant, il commence à avoir un passif sur, pas les chokes, mais sur des il gagne pas en tout cas. Quand t'es favori en plus, hein. Quand t'es 0-4, chaque fois en demi-finale de conférence. Avec Utah contre Denver, il avait fait une série exceptionnelle aussi. Mais sportivement, j'ai du mal à tirer sur Donovan Mitchell, mais peut-être que j'en attends un peu plus que mettre des 35, des 40, Pourtant, des 50 points. Cette année, en stats, il était redescendu en termes de volume, mais il avait ce rôle de... Mais parce qu'il a partagé avec Darius Garland aussi. Darius Garland qui est un peu l'interrogation, déjà qui fait la saison où je m'attendais à ce qu'il soit tradé, mais ça avait très bien matché d'entrée de jeu avec Kenny Atkinson. Donc ils se sont dit, on va aller au bout avec Darius Garland. Ça avait plutôt bien fonctionné. Là, il s'est pété. C'est quoi pour vous quel est le degré d'importance dans cette série d'avoir
Darius Garland avec son pied, son gros doigt de pied qui est cassé, où il a très mal, la blessure à la cheville de Donovan Mitchell, Evan Mobley et DeAndre Hunter qui ratent un match. C'est quoi le degré d'importance pour vous? Bon, c'est énorme. Ça change tout. Ça change tout parce qu'à un moment donné, t'as jamais ton équipe au complet, gros. Alors. Il y a un mec qui revient, il y a un autre qui est pas là, l'autre il revient, mais il a mal, il serre les dents. On en parlera tout à l'heure avec Michael Junior Porter. Michael Porter Junior, gros, Avec Junior Porter Michael. Qui a un bouclier, gros, frère, il a un bouclier sur l'épaule. Alors, c'est Degré trop. d'importance. Alors, degré d'importance élevé, mais par contre, je retrouve quand même des défauts qu'on voit depuis 2 ans. Oui, c'est Ils vrai. sont aussi retombés dans des travers qui ne sont pas que liés à des blessures, dans des travers de comportement, dans des travers d'attitude qui sont liés à ces mecs-là. Garland, Mitchell, Jarrett Allen et Mobley, ils sont là sur les 3 derniers runs de playoff et je retrouve les mêmes choses. Alors évidemment qu'on va pas minimiser les blessures, jamais. Mais j'ai vu des attitudes qui, quelque part, doivent se diffuser un peu quelque part dans le groupe. Bon, je voudrais qu'on revienne aussi quand même sur un garçon qui a pas démérité en plus, je trouve, mais qui a fait une drôle de dinguerie, qui a envoyé un message à tous ces gars dans l'équipe avant le match 5 en disant « si vous n'y croyez pas, vaut mieux rester chez vous » et qui derrière envoie un 0-9 au tir. Maxence n'a pas été bon là-dessus. Hein. Max Strauss, quand même, il a voulu faire un peu le Kobe Bryant leader. Ouais, Le derrière, 0-9, il est terrible. Steph, c'est terrible de faire ça. Michel, en plus, on l'aime bien, Max Strauss. Ouais, grave. Mais là, il a voulu faire le bonhomme, frérot. Maxence. À la fin du match, il n'y a plus de peinture sur les Il cercles. était dans le Strauss, hein. Il était dans le Strauss complet. Professeur Strauss, là. Oh là là. Michel, ça me fait la peine parce qu'on l'aime bien, mais Bah oui. il a voulu faire le thug un peu. Non, mais c'est un métier, ça aussi. Hein. Ouais, bah après, il faut être capable d'assumer, gros. Il se trouve. Après, ça servira de leçon à toute cette équipe, je Oui. pense. Ça servira de leçon à toute cette Qu'est-ce équipe. qui manque? Qu'est-ce qui manque à cette équipe-là cet été? Qu'est-ce qu'ils doivent essayer de faire? Je sais pas s'il y a. Je sais pas s'il Ils y a ont une bonne grand-chose. équipe, qu'au bout d'un moment, merde, ils ont une bonne équipe. Il faut- Essayez d'être Voilà. au complet déjà, au moins sur un run, les mecs. Voilà, DeAndre Putain. Hunter qui prend un peu Bah, plus d'importance parce qu'il est arrivé à mi-saison, donc avoir une intersaison. Lui, il est un peu pré-saison. thug. Lui, Lui, il un peu, ouais, est un ouais. peu tag, mais je trouve que Ouais, un peu. il a un rôle un peu minime, je trouve. Mec, Dans les matchs, il joue beaucoup et tout. Il a été blessé. Mine de rien, t'arrives Mais- dans une équipe qui est déjà première de la saison régulière sur un trade. simple. C'est pas simple d'arriver À voir de l'année prochaine t'imposer. le rôle qu'il va Voilà. peut-être avoir. Et Ils l'ont si- mis dans le 5 au début, là, après Ouais. ils l'ont mis Et 6ème s'il y a un homme, trade, à voir peut-être si Garland bouge et tout, je pense que dans les Allen, responsabilités, il peut, ou Allen, il peut récupérer pas mal de choses. On peut le décaler sur un poste 4. Garland, il Arrête. bouge à Noël, normalement. T'es pas emballé? T'es pas emballé, toi, sur. Je sais pas, j'ai En tout beaucoup. cas, bref, on verra. Garland, Ça sent sympa pour DeAndre Hunter Garland. sur poste 4. Écoute, dites-nous dans les sent le sapin commentaires. pour Garland. Dites-nous dans les commentaires ce que doivent faire les Cavs cet été. Mais peut-être que les Cavs cet été devraient prendre un abonnement à NordVPN. Tu connais NordVPN? Évidemment que tu connais, ou vous en a déjà parlé plus tôt dans la saison. Mais est-ce que tu savais que NordVPN, ce n'était pas juste qu'un VPN? Alors voilà, je t'explique. Déjà, il y a NordPass, le gestionnaire des mots de passe façon NordVPN qui te génère des mots de passe uniques pour chacun de tes comptes et surtout, il te les garde en sécurité. En plus, il y a une fuite de tes données sur un site, tu es alerté directement. Sur NordVPN, il y a aussi la protection anti-menace qui reste active même sans connexion VPN. Toujours en protection de tes données pour permettre, par exemple, de bloquer les sites de phishing, les trackers web ou encore les publicités intrusives. Évidemment, NordVPN reste le VPN le plus sûr du marché et tu peux l'utiliser sur 10 appareils en simultané. En ce moment, en plus, il y a une offre exceptionnelle avec le lien dans la description. Tu peux profiter de 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Profites-en et surtout, tu n'oublies pas, tu es satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours avec une assistance client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, si vous voulez donc vous abonner à NordVPN pendant qu'avec Steph, on se clash sur du foot pendant les annonces. Allez, là aussi, on va se clasher parce que c'est le débat qui, d'OKC ou de Denver, va passer en finale de conf. C'est la série la plus excitante de ces demi-finales de conférence. Le Thunder, oula, vilain. Le Thunder mène 3-2 après un match 5 remporté, un match 5 de très très haut niveau et surtout une fin de match où on a l'impression, Thomas, il y a beaucoup de choses à dire et peut-être beaucoup d'enseignements à en tirer pour la suite. Avant que de répondre à ta question, Erwan, j'aimerais repréciser un truc parce que parfois je le vois dans les commentaires, la petite faute que tu allais faire, faute de frappe, vitesse. hein, voilà, c'est les Thunder de Poulet et c'est le Thunder d'Oklahoma City. Voilà, je précise, on met pas de Les S. Jazz ou le Jazz on alors met, Voilà, je crois qu'il y a 4 équipes. 3. Le Magic, non, 4. Le Magic, le Jazz, le Thunder Le Hit. et le Hit. Il y en a 4. Et tu peux dire les Orlando Magic. Oui. Non.
Mais non. Non, bah non. Les joueurs du Magic. Bon, voilà, on reprécise pour tous ceux qui nous regardent peut-être, Le maître qui viennent Capello d'arriver. réveillé, frère. Bah, gros, c'est au singulier. Ok, Macklemore, allez, c'est bon. Donc à ta question, que j'ai évidemment oublié maintenant, et qui était pourtant magnifique, les enseignements de fin de match, tout à fait. Ouais, il y a pas mal de choses, parce que en gagnant un deuxième match de suite dans cette série, le Thunder, dans un money time, très attendu, avec un shea exceptionnel, un tir de Jalen Williams, et le coup là, les 3 points faits par Lou Dort pour inverser la série. Clairement, le Thunder a pris l'avantage psychologique, physique et même tactique dans cette série. Donc, les enseignements, c'est que les expériences passées, les longues séries d'OKC, dans cette longue série, on a l'impression que c'est une équipe qui continue de progresser au sein même de la série. Et donc, c'est pour ça que, un peu logiquement, on a l'impression qu'ils sont aujourd'hui favoris. En même temps, il reste 2 matchs, ils doivent en gagner un des 2. Steph, après 5 matchs, et donc OKC qui prend l'avantage, qu'est-ce que toi, tu peux tirer de ces 5 premières rencontres? J'ai pas l'impression que ce soit le grand OKC encore. Celui qu'on a vu en saison régulière, je les trouve moins bons que ce qu'ils ont produit sur les 68 victoires de la saison régulière. Je trouve que Shea est moins bon aussi. Ça se voit aussi en chiffres depuis le début des playoffs. Sur ce match 5, Denver, je pense qu'ils ont les boules. Ils ont les boules parce qu'ils sont devant quasiment tout le temps sur l'intégralité du match. Que Jokic fait un match d'exception. Le mec se jette des propres ballons sur la planche parce qu'il sait qu'il va pas marquer. Au rebond, il fait un chantier. Il y a une belle adaptation, je trouve, de Casey sur la défense de zone de Denver qui, ça fait longtemps que j'avais pas vu un 1-3-1 d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, 1-3-1. C'est très tôt d'ailleurs. Il fait 1-3-1, il fait 2-1-2, il fait des trucs qu'on voit... A priori, pas en NBA. Oui, pas en NBA. Il fait des trucs improbables. Là aussi, il tente des choses. On voit le dimanche matin, quoi. Mais Voilà, je trouve que Shea, c'est plutôt bien adapté parce que sur cette zone, parfois, il a galéré sur le début de la série parce que c'est une espèce d'entonnoir où ils le forcent à venir sur les grands et tout ça. Et là, je trouve qu'il a joué beaucoup plus de transition. Il a marqué, je crois, 11 ou 13 points sur de la transition rapide, sur finir sur des lay-ups. Justement, s'éviter des 1 contre 1 sur arrêter sur Christian Brown, qui, mine de rien, fait un taf quand même d'exception sur Shea Gilgeous-Alexander. Il y a du pick and roll qui arrive très tôt aussi sur de la transition où Hartenstein vient poser des écrans et ça permet aussi à Shea de se libérer. Lou Dort fait la bascule parce que si Lou Dort met pas ses 3 tirs à 3 points, je trouve qu'ils sont vraiment dans le dur. OKC, Lou Dort. Ils sont à moins 12 là. Hein. Lou Dort qui est insupportable. Je déteste quand il prend des tirs à 3 points parfois sur des situations arrêtées hors rythme. Là, il met 3 filoches qui sortent de nulle part. Et puis, mine de rien, ils arrivent à trouver des mecs qu'envoie Hartenstein, envoie le Randall Falker d'OKC, là, Jalen Williams avec ses dreadlocks. Randall Falker qui s'est un peu oublié. Non, dans le registre, quoi. Parce que Falker était affûté, hein. Ah, dans ce sens-là, oui. Jalen Williams, il est pas futé. Ouais, l'autre, il était plus dessiné, Randall Falker. Oui, d'accord, il est quand même gaillard, Jalen Williams. Mais je trouve qu'ils ont de la rotation pour envoyer du combat physique. Et à un moment donné, Denver, il craque parce qu'il n'y a pas d'autre solution que Nikola Jokic dans le money time où il est solo. Il n'y a pas un mec qui met un panton, en fait, dans cette équipe-là. Je trouve dur quand tu dis que... on reviendra sur le reste, mais quand tu dis que c'est pas encore le grand OKC. Je te rejoins. Le jeu est pas encore ultra abouti. C'est pour ça que je parle de progression au sein de la série. Et c'est pour ça aussi que je remets toujours en perspective et je relativise toujours l'adversité. Denver offre une adversité, mais de malade mental, parce que t'as 2 joueurs hors normes qui sont donc Jamal Murray et Nikola Jokic. Et une équipe qui défend, en fait, comme personne ne défend, c'est-à-dire, je fais une zone, pas pour embêter les mecs sur les ailes et les empêcher de tirer à 3 points, pour empêcher le futur MVP, Shea Gilgeous-Alexander, d'être dans ses zones à lui. C'est un piège, en fait. Exactement, c'est un piège. Donc, l'adversité est telle qu'en fait, OKC peut pas dérouler le basket qu'on a l'habitude de voir en saison régulière. C'est un peu logique. OKC n'est pas encore champion. Cette équipe-là n'est pas championne. C'est une équipe jeune. Et je pense que jouer avec ce statut de favori alors que t'es pas champion, quelque part, c'est plus le même sport. Et je trouve, et je te rejoins complètement, Thomas, là-dedans, je trouve que cette équipe-là, notamment sur cette série-là, je les trouve en progression. Au début de la série, je disais, s'il y a money time, avantage Denver. Match 1, ça va dans ton sens. Voilà. Aujourd'hui, quand je vois notamment le money time de ce match 5 et la gestion, notamment sur les attaques de zone, t'as raison, les pick and roll qui arrivent très vite, un peu plus de course, l'occupation de la ligne de fond, Chet Holmgren et Hartenstein là-dessus, ils sont magnifiques. Même Hartenstein sur le poste haut, quand il prend tous les ballons, l'orientation du jeu, il a un petit flotteur, le ballon. Flotteur, on passe lobé pour Chet Holmgren, ligne de fond. C'est un flotteur, le ballon, il tourne pas. C'est exactement. Une feuille. Et je trouve que, et moi je te rejoins complètement, ils ont progressé dans cette série, alors que je trouve que Denver, quand je vois les 5 dernières minutes du match 5, tout pour Jokic, qui est extraordinaire. D'ailleurs, on va voir, on a un tableau de
de duel de MVP qui est fantastique. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui, au moment où on enregistre, qui est le MVP. Et c'est une petite faute de goût de la NBA de ne pas le donner au milieu de cette série. Ça rajouterait du storytelling et Dieu sait qu'ils aiment ça. On voit le match de Nikola Jokic, 44 points, 15 rebonds, 5 passes. Mais sur la fin, et regardez la stat dans le 4e quart-temps, il n'y a plus que lui. Je trouve que Jamal Murray est en sur-régime. Et Jamal Murray fait un 3e quart-temps d'exception. Ouais, voilà. Et il fait un 4e où il rate. Mais il fait un 4e quart-temps où il est beaucoup moins en contrôle et je trouve qu'il précipite beaucoup de situations. Oui, non, mais oui, t'as raison, parce qu'ils sont bien défendus et que défendre sur 2 mecs et laisser donc 3 autres des grands tirs ouverts à un niveau de playoff de Game 5, des tirs ouverts manqués, ça change tout en fait. S'il y a personne qui est capable à l'opposé sur une extra passe ou sur une bonne passe de Jokic de sanctionner, ils peuvent jouer 50 fois le match, ils vont le perdre 50 fois. Westbrook, il envoie 2 airballs honteux. Oh là là, celui à 45 dans l'axe de la caméra, j'étais fou, je me comment c'est possible. Là, le 0 sur 10, tu ne peux pas jouer au basket si personne ne met les gros tirs. Jalen Williams, le tir qu'il met dans le corner pour passer à plus 3, les 3 tirs de Ludert, il est peut-être tout seul, mais c'est parce que toute la défense est focus sur Shai Gilgeous-Alexander ou en tout cas sur Jalen Williams, c'est parce que c'est les autres en fait qui font la différence. Ça c'est aussi le constat de cette série. Ce sont les autres qui ramènent OKC et ce sont les autres qui font pas décision pour Denver. Jokic il prend des bonnes décisions de skipper des passes à l'opposé, de transférer des passes sur des mecs ouverts. Mais si tu mets pas dedans, tu mets pas dedans. Même Porter Junior où il envoie des... Il retente sa chance, parfois rebond offensif, on leur donne la balle. Il est dans une méthode couée un petit peu de dire ouais, le tir, c'est des tirs à moi. J'ai du mal à le cisailler, Michael Porter Jr., quand il nous dit que sa blessure, c'est 6 ou 8 semaines d'arrêt, 4 à 6 semaines d'arrêt, il joue. Enfin, gros, il a un truc de 3,5 kg sur l'épaule. Mec, tu l'as vu le truc qu'il a, gros? J'ai jamais vu un mec jouer comme ça. Même Beckenbauer, à côté, il avait rien du tout. C'est incroyable. Game of Thrones, le truc qu'il a sur le. On va voir les stats terribles de Michael Porter Jr. et sa déclaration après le match où il assume 2 points, 4 rebonds, 1 sur 7 au tir, 0 sur 5 à 3 points. Je reste persuadé que Denver peut pas s'en sortir avec un Michael Porter Jr. aussi diminué. On aurait pu gagner les 2 derniers matchs. Si nous avons perdu, c'est en grande partie parce que je n'ai pas aidé l'équipe. Et c'est difficile, je me regarde individuellement et je me demande comment je peux faire mieux, car je n'ai pas contribué de quelque manière que ce soit à la victoire. Le fond de ma pensée, moi, sur Porter Jr., c'est que il faut lui donner du crédit pour être sur le terrain. Avec la blessure qu'il a. Je lui donne du crédit. En revanche, je suis absolument pas d'accord avec les choix de David Adelman, parce qu'à un moment donné, dans un money time aussi serré, dans un match bascule, qu'est le Game 5, tu dois être capable de te passer de lui. Ce qu'il a déjà fait. Tu mets qui tu veux, j'en ai rien à faire. Tu mets Westbrook, même s'il met 19 airballs de suite, au moins il est à 100%. Et Westbrook, il peut mettre 3 airballs de suite, il peut mettre aussi un tir au buzzer, un flotteur, faire un bon choix. Tu mets Peyton Watson, tu mets qui tu veux. Tu mets Ilyas Kamardine, tu mets qui tu veux, gros. Oui, parce que Strother, c'est évidemment Ilyas Kamardine de NBA, bien sûr. Là où je te rejoins, et on peut faire le parallèle avec Boston et avec... je sais même plus comment il s'appelle le coach de Boston. Joe Mazzulla. Porzingis, je sais pas ce qu'il a, il joue 13 minutes. Voilà. Il joue 15 minutes. Il est bon. Et Luke Cornet, il est bon. Voilà. Et il insiste pas. Et depuis le début de la série, Porzingis, il joue 15 minutes. Parce qu'il peut pas, en fait, faire plus. Mais sauf que Michael Porter Jr., il joue beaucoup trop. Ah oui. Il joue beaucoup trop. Et le money time. Et tu le vois, à un moment donné, il va prendre 2 dribbles, et au niveau de la ligne de lancer franc, il fait un jumper, il prend premier cercle. Tous ces tirs, il y a pas un truc où tu dis, ah, Gamel, mec, c'est des briques. Dès qu'il lâche la balle des mains, tu sais que c'est raté. Il y a ce tir-là, donc un peu un fadeaway après 2 dribbles, et puis tu as le tir pour égaliser après le tir de Jalen Williams, où il est à 3 points. C'est un tir à lui, c'est vrai, mais il le rate dans les grandes largeurs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec un mec comme ça qui ne peut pas jouer de moyenne. Tu te rends compte? Et en plus, le problème là, on rentre dans le profil même du mec, c'est que c'est un gars qui est très bon rebondeur, mais qui est pas bon défenseur et qui met pas de lien en attaque. On n'est pas sur un gars qui est capable, tu vois, de faire jouer les autres. Donc tu l'enlèves, si tu enlèves son adresse, qui est sa qualité première. Mais c'est horrible ce qu'on dit, vraiment. Mais il peut pas aller à la maillotche en plus, gros. Et en plus, il a mal. Il a l'appréhension de l'épaule, mec, il peut pas aller. Donc il fait jouer Peyton Watson 10 minutes de plus. Il est clairement moins fort que lui, il y a pas de souci. Il est bien meilleur défenseur aussi. Après, il peut amener d'autres choses. Il a envie, il a du cœur. Écoute. J'ai une super stat sur Michael Porter Jr. qui est passé hier. Ah mais je vais vous régaler les mecs. Regardez. C'est une stat. Bah tu vas me dire, écoute, maintenant j'ai la pression. Il est où mon tweet que j'ai évidemment en screen, mais je le retrouve pas, et vas-y, je le retrouve pas, ça me rend ouf. Je vais vous donner quand même le salaire de Michael Porter Jr. Oui, c'est exactement le même salaire que un mec en face, que Shai Gilgeous-Alexander. Tout à fait. Ils ont exactement le même salaire tous les deux, donc 35 millions et des broutilles. Cette stat-là, elle est terrible. Ce qui est terrible avec Michael Porter Jr., c'est que c'est un mec à qui on a reproché des choses. On se souvient même lors du titre en finale, c'est très up and down. Rémi nous l'avait dit parce qu'il était sur place qu'il se mettait des fois en marge du groupe sur les étirements, sur les petits scrimmages d'avant-match, parce qu'il faisait pas des bons matchs. C'est un mec assez particulier à gérer au sein d'un groupe. En plus, mais bon, ça, on lui a reproché. On lui a reproché aussi de ne pas être bon longtemps l'année dernière lors de l'élimination en play-off. Et là, il est blessé. Donc,
il est blessé, c'est un fait. C'est dur de démonter un mec blessé, mais en même temps, il y a tout son passif de joueur un petit peu nonchalant. Donc, il y a un mélange de tout ça. Il doit pas représenter une défaite de Denver. Tu vois, c'est pas sur lui que je vais tirer en premier. Il peut peut-être représenter tous les seconds couteaux qui n'arrivent pas à performer, ça on peut en discuter, mais si Denver perd, on pourra pas dire que c'est de sa faute à lui. Il est blessé, le mec. Donc, on regardera vers le coach et vers le banc en disant pourquoi vous avez fait ce choix-là dans les moments les plus importants de la série. Comment on voit le match 6 là? Il y a un match ce soir, hein? Ouais, c'est ce soir. Il y a un match 6 à Denver. On a tous envie de voir un match 7 à OKC entre ces deux équipes-là. Steph, ils peuvent aller le faire, Denver. Ils peuvent aller gagner. On a la sensation, après le match 5, que produire 48 minutes d'un match serré, c'est compliqué pour Denver. C'est chez eux, certes. Chez eux, il y a l'aspect physique où j'ai l'impression qu'ils ont perdu le dernier chez eux. Oui. Dans un money time. Ils laissent beaucoup de gomme et que finalement, dans ces playoffs, ça s'enchaîne tellement vite et que t'as pas le temps vraiment de récupérer. Maintenant, quand je vois ce qu'est capable de produire Nikola Jokic sur un match où il est au bord de l'élimination, je m'attends à une performance all-time de Jokic. Maintenant, 44 et 15, ils perdent. Je sais, mais je pense qu'il peut faire mieux encore. Ok. Je pense qu'il peut faire plus. Après, il y a des mecs... Jamal Murray fait un bon match, mais pas dans les moments qui comptent, en fait. Alors, troisième carton est forcément important dans un match. Bien sûr. Ça te permet d'être devant et d'avoir le contrôle du match, mais tu as envie de le voir aussi mettre des paniers importants dans un money time. Il faut qu'il y ait un mec, Aaron Gordon, j'ai rien à lui dire, j'ai même envie de lui serrer la main à Aaron Gordon, le chantier qu'il fait sur les rebonds offensifs, il met des gros tirs, il est là sur la percussion. Mais Steph, c'est lui qui doit marquer plus de points. Je sais que c'est dur, il est irréprochable, mais comme tu dis, bravo mon grand, ce que tu fais, c'est exceptionnel. La justesse qui est devenue ce mec-là pour mettre les ballons sur les renversements de passes, aller chercher Jokic. Il est magnifique, même Christian Brown est magnifique. Oui. Les tirs au début de match, les tirs à 3 points qu'il a, c'est lui qui met dedans. J'ai envie de te dire qu'Aaron Gordon qui fait 13 et 10 et qui est parfait, il faut qu'il fasse 18, 20. C'est à lui, en fait, c'est dur, mais en fait, quand on voit le roster des Nuggets, quand on voit la blessure de Michael Porter Jr., T'as pas le droit de te dire que Russell Westbrook doit être meilleur à un moment donné. Non, mais hier, il est vraiment pas. Il est très mauvais. Russell Westbrook et restera une pièce en l'air. Oui, mais quand les Clippers s'y passent parce que Westbrook est très fort. Mais c'est une pièce en l'air. Non, là, il était bon, c'est dernier temps. Qui peut tomber du bon côté. Oui, mais enfin, il y a un juste milieu entre envoyer 3 airballs et faire que des briques et mettre 4 puntos et mettre 25 points. Tu vois, il y a un juste milieu. C'est la définition de pièce en l'air. C'est que je peux être fantastique. Ces derniers temps, il a été quand même plus positif dans ce rôle-là. Thomas, la big picture. La big picture. Bah oui, la big picture. Mais non, mais il n'a pas. Qui Russell Westbrook? En tout cas, ce soir, si je dois mettre mon argent, je mets Russell Westbrook, il met 15. Okay. Parce que Russell Westbrook, c'est un gars d'orgueil, c'est un gars qui arrive à se remettre en cause, etc. Et le vrai enjeu de ce match, c'est que c'est pour la première fois de la série, les Nuggets ne sont pas dominants. Ils ont gagné le premier, le deuxième, quelque part, c'était OK. Tu gagnes le match 3, le premier match à domicile. Si tu gagnes le match 4, c'est presque passé. Et là, pour la première fois, ils sont menés. Donc, tu dois être d'autant plus concentré, d'autant plus intense dans l'entame de match. Et la fin de match, ça doit appartenir à Jamal Murray. C'est l'histoire de cette équipe. Ça fait deux money time. De l'équipe. Ça fait deux money time. Si cette équipe va au bout, c'est parce que Jamal Murray va mettre les gros tirs de fin de match. Ça fait 2 money time que les Nuggets ne gèrent pas bien et perdent. Tout à fait. Un à domicile, un à l'extérieur. Donc on va voir ce soir, en tout cas pour ce match 6. Dites-nous dans les commentaires si vous regardez cette émission avant le match 6, évidemment. Sinon après, ça a beaucoup moins d'intérêt et de sens. Si dans 2 jours, vous dites, moi je pense que Denver va gagner alors qu'il y a 4-3 pour eux, oui, merci. Regardez les cotes. Et c'est OKC qui est favori ce soir, les amis. Hein. Toujours. Toujours. OKC a pratiquement été toujours favori dans les matchs. 2,50 Denver. Les cotes, elles sont pas très hautes chez les copains Noubina, à 2,50. Pourtant, vous avez vu tous les votants, 94% des parieurs sont allés... 84, pardon. 84% des parieurs sont sur les Nuggets. Donc tout le monde souhaite ce match 7 qui, je le rappelle, se déroulera à 21h30 dimanche. Prime time de fou malade. Ouais, on veut tous un match 7. Après les derniers matchs que j'ai vus en prime time, moi, je vais me coucher à la mi-temps. Hein. Oui, mais t'as raté une bonne fin de match. Le seum qu'il a dans les messages. Ils m'ont niqué. Samedi, les Knicks, allez vous faire, voilà. Et dimanche, merci pour tout. T'as pas aimé le début du match à 1/25 en cumulé à 3 points? Ce match, on peut dormir correctement en ayant vu un mode. Merci Steph, il avait tellement la haine, il fait tellement rire. Allez, les gars, il nous reste une série à voir. C'est la série de mon cœur, c'est la série de mes rêves. Ne brisez pas mes rêves, comme chantait. Je sais pas. Wallen, ne brisez pas mes rêves. Voilà. Ne faites pas ça, les Knicks, on en parle dans la palette. Ça vous parle, Wallen, ne brisez pas mes rêves? Abdel Malik. Hein? Tout à fait. C'est vrai.
Et elle chantait aussi l'Olivier. Tout à fait. Qui portera l'olivier? Où sont passés les gens que j'ai... Je sais pas quoi. J'ai aimé, j'imagine. Ouais, peut-être. En tout cas, où sont passés les Knicks hier soir dans la deuxième mi-temps à Boston, au TD Garden? Bravo à notre ami Cornette qui nous a tifé la gueule. En tout cas, messieurs, on va, avant de rentrer là-dedans, dans le détail de ce match 5 qui a été largement dominé par des Celtics à réaction, qui ont eu vraiment beaucoup de cœur. Un mot quand même sur la terrible blessure de Jason Tatum qui a déjà été opéré. On a vu cette photo maintenant qu'on connaît avec les mecs opérés, le pouce en l'air. Bon, c'est une terrible nouvelle pour le joueur, terrible nouvelle pour les Celtics, une terrible nouvelle pour tous les gens qui aiment la NBA. Exactement, c'est un des visages de la NBA, champion olympique, etc. On connaît son histoire parfois compliquée, on sait qu'il a beaucoup de haters, mais nous on aime... Il n'y a que Steve Kerr qui n'a pas envoyé un message. Hein. Nous, on aime juger les joueurs quand ils sont sur le terrain et on dit ils sont pas bons, ils sont bons, on espère qu'ils le seront, etc. À partir du moment où il y a un mec qui a une grave blessure qu'on va pas voir jusqu'en 2026 parce qu'il a la blessure, l'une des blessures du basketteur qui tombe, parce que toutes les stars se font ça en ce moment. On a vu Kyrie, on a vu Damian Lillard, tout le monde se blesse comme ça. Et moi, j'ai ressenti beaucoup de tristesse parce qu'en plus, il réalisait un match exceptionnel. Il était à 42 points dans le match. Kyrie, il était entre. Non, c'est aussi le retour d'Achille, non? Tu me mets un doute. Je sais pas, j'ai vu un documentaire sur sa rehab. Je pense que c'est pas le genou, c'est pas les croisés, Kyrie Irving. Tu me mets un doute. Bon, en tout cas, c'est une blessure grave. Oui. Tu retombes toujours sur ses pattes. Hein. Ce qui est terrible, donc moi je trouve ça horrible et j'espère qu'il reviendra à 100%. Ça change énormément de choses pour l'intersaison des Celtics, on aura le temps d'en rediscuter parce que bon, on connaît la vente et Porzingis et Jrue Holiday, mais donc du coup si ta superstar qui gagne 50 millions a une blessure au tendon d'Achille, qu'est-ce que tu fais? Voilà, il y a un jeu de domino comme ça. C'est fou parce que les premiers mêmes, c'était il fait vraiment tout comme Kobe, il fait vraiment tout comme tous les autres. Les gens sont durs avec ce mec-là. Et nous les premiers, moi je suis dur sur le joueur, non, mais là on rentre dans des trucs de haters dingues, non? Oui, non, mais après faut un peu filtrer quand même, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et ce qui est fou dans ce match-là, je le regarde le match, il fait un match exceptionnel, le match 4 au Garden, vraiment, potentiellement le meilleur match de sa carrière en playoff. Il avait déjà fait un match à 51 quand même, sur un Game 7. Il a mis 60, il a mis 60. 51. Il a mis 51, 60, 57. il a mis 60 aussi. Il a mis 60. C'était son cinquième match à 40 points en plus. Donc son troisième match, Je crois que vous avez vu. Mais ça, c'est significatif de Jason Tatum, en fait. C'est que les gens pensent que c'est une pompe. Mec, il a fait des trucs en playoff, des statements de l'espace. Non, bon, bah, alors, c'est le meilleur joueur de ça n'a même pas marqué, il a mis 60, il a fait des matchs. Ça m'est vite revenu, c'était contre. Il a mis 51 dans un Game 7, le mec. C'était Tu contre retombes vite sur les tes pattes, Sixers. toi, tu retombes vite sur tes pattes aussi. Non, oui, c'est un métier. Mais Le chat. Mais en fait, Jason Tatum, Hervé Matou. c'est jamais le débat, c'est jamais. Matou. Ça, c'est un chat sur qui t'as marché. Sur la queue et la grande. Ah ouais. C'est parce que là, ça veut dire que tout est mort quand tu lui marches sur la queue. Que je suis bilingue chat. Même les mecs derrière la cam sont en fou rire. Ça veut dire que c'est une très bonne blague. On va revenir sur Jason Tatum. Le débat sur Jason Tatum, ça n'a jamais été pompe ou pas. Faut arrêter. C'est un magnifique joueur. C'est à quelle table il appartient parmi les stars, superstars. Voilà, c'est tout. Bref, allons dans cette série. Les Celtics étaient dos au mur. Ils n'avaient pas gagné un match à domicile de la série. Hier, Thomas, on a vu des Celtics revanchards. On a vu un Jaylen Brown prendre les choses en main. On a encore vu un Derrick White commencer le match. À 4 sur 4, à 3 points. Lui, si les matchs duraient 12 minutes, ça serait un Hall of Famer de grand niveau. Mais donc, on a vu des Knicks, on va y revenir après, mais d'abord, la belle réaction des Celtics. Mais c'était attendu. Hier, dans Clutch, on parlait d'une victoire de Boston. Même si à Jason Tatum, c'est une équipe qui a beaucoup de profondeur, qui a un vrai jeu collectif, qui a beaucoup d'expérience. J'aurais été déçu qu'il fasse pas ce type de match-là. Tu posais la question d'ailleurs, qu'est-ce que va faire Jaylen Brown? Montre-nous en tant que numéro 1. Bon, on a vu, hein, il les a détruits, il était super fort. Agressivité vers le cercle, beaucoup de drive, beaucoup de percussions. Il a dit, je suis là pour en découdre, mon frère. Et full court sur Bronson. Oui. Tout à fait. En termes de messages. Les bons messages. Voilà, bravo, mon grand. Donc, non, une belle victoire des Celtics. Et en fait, ce qu'on peut se dire après ce match 5, c'est que la série, elle n'est pas terminée. Ouais, non. Alors qu'elle aurait dû l'être quelque part. Les Knicks auraient dû se faciliter la tâche en faisant un bien meilleur match qu'ils ont fait hier soir. Oui, que veux-tu que je te dise? Non, mais je rejoins Thomas sur le fait que peut-être que Boston est une des... Alors, il y a OKC, peut-être qu'il y a eu beaucoup de matchs changés, mais qui est peut-être une des rares équipes qui, sans sa superstar, est capable de faire mal à beaucoup de monde. Je crois qu'il y avait une stat qui disait que sur les 16 matchs qu'ils ont joués à domicile sans Jason Tatum, je crois qu'ils n'en ont pas perdu un, les Celtics. C'est une équipe qui a une profondeur de banc, Jaylen Brown, qui... Bon, après, il y avait... Quand tu perds un mec comme ça, t'as forcément un supplément d'âme en disant « Allez, on va le faire pour toi ». Voilà, ça reste sur un match. Maintenant, il faudra les confier au Garden parce que c'est plus compliqué de jouer à l'extérieur. Et quand on connaît le contexte du Garden, tout est plus dur à faire là-bas. Mais
Mine de rien, tu l'as dit, Derek White, Sam Hauser qui rentre, Peyton Pritchard qui rentre, ils mettent des paniers. Sa mère, elle a joué. Sam Hauser. Ouais. On la prend. On prend tout, nous. Voilà. Alors Ford qui met une petite bombinette à 3 points aussi. Je les ai trouvés bons dans l'intensité. On parlait de Jalen Brown qui s'est pas contenté que de jouer en périphérie. Il allait sur le jeu de transition. Il allait provoquer des fautes. Il allait provoquer des fautes de Karl Anthony Towns, de pas mal de monde. Derek White qui est un énorme joueur, ça on le savait aussi. Luke Cornet qui fait un match de... Bravo. 7 contre, Luke Cornet. C'est incroyable. Mais on peut... Incroyable, le nombre de un peu se marrer parce qu'il On dirait Samy dans Scooby-Doo. Oh, Samy. Samy, j'ai peur. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur de basket. C'est un bon joueur de basket. Oui, on s'est foutu de sa gueule parce que quand il redéfendait sur, tu sais, les close-up. Il tirait, là, comme c'est ça, là. Ils ont rendez-vous, frère. Ils ont rendez-vous, vous êtes à 3 points. Mais hier, il est énorme dans l'impact. Même c'est ça, les Celtics, en fait. Il y a toujours fenêtres. un gars qui arrive à être bon, tu vois. Et il joue très grand, très souvent. Orford, Cornet, Porzingis, Orford, et ça a fait du mal aussi. Et c'est pour répondre au fait qu'en face, il joue grand aussi, quelque part. Et ça a fait du mal. Associé, pas mal Robinson. Et ça a fait du mal aux Knicks. Mais moi, je trouve les Knicks hier qu'ils font une très belle première mi-temps. McBride a un impact énorme défensivement. Il a un petit coup de chaud. Il met des tirs à 3 points à un moment donné où Derek White se met bune à bune sur lui. Il met un gros tir à 3 points. Temps mort des Celtics après. Les Knicks font une bonne première mi-temps, mec. Très bonne. Moi, très bonne première mi-temps. Dans le troisième quart, quand t'es à 5 fautes, il reste 9 minutes, ça change quand même le game. Moi, je me dis, la très bonne première mi-temps des Knicks qui reste au contact des Celtics qui mettent dedans, qui sont vraiment dans leur flow. Je me dis, ça va passer. Je fais là, vraiment, s'ils restent au contact, ça va passer. Et là, il y a le troisième quart-temps qui arrive. Et là, je retombe dans un truc où je me dis, encore une fois, sur la réalité de ce match-là, mais après, on connaît quand même les limites collective en attaque de cette équipe-là. Collective, c'est pas un club de lecture, hein, les Knicks. Collectif, collectif, c'est un gros mot pour les Knicks. C'est pas un club de lecture. Mon gars, mais quelle équipe de... Ils sont capables de faire des phases de bourrin. Mec, il y a un mur là-bas. Ils sont à plus 8. Ils sont à plus 8 à un moment donné. Et là, ils font n'importe quoi. Ils vont... Josh Hart, c'est une de ses qualités, l'open court. Mais quand t'es à plus 8 et que c'est 1 contre 3... Et tu finis par terre à chialer. Encore Josh Hart hier, il est énorme. Encore il est énorme, heureusement qu'il est là. Après, derrière t'enchaînes Michael Bridges qui prend un tir hors tempo. Ok, pourquoi tu le prends celui-là? Et derrière, il y a une autre paire de balles ou un tir minable d'Anunoby. Et derrière, tu te passes de plus 8. Les mecs sont revenus. Tu reprends un 8-0 en leur rendant des munitions. J'arrive pas à comprendre comment les Knicks, sur cette deuxième mi-temps-là, retombe dans des travers. La gestion des fautes de Karl Anthony Towns, quand il veut prendre le tir à 3 points, il se fait contrer par Derek White, qui saute même pas. 3 contre Derek White. Derrière, il fait sa quatrième. 12 contre en tout. Derrière, il fait sa 4e faute, mais... Et Brunson, la fin de match aussi, parce qu'il est expulsé. Enfin, oui, il prend sa 6e faute. Après, on sait reconnaître une mêlée de rugby quand on en voit une, faut dire la vérité. Et eux, je pense qu'ils sont imbattables, hein. Les Knicks, ils sont dans un truc de tunnel. Ils ont des œillères, c'est une course de cheval. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné 3 matchs. C'est comme ça qu'ils manquent de maîtrise, mais on le sait. C'est par ce cœur-là, par ces moments un peu d'euphorie, par le côté physique et après par l'adresse, qu'ils ont renversé les matchs contre les Celtics. Donc, moi, je trouve qu'on fait un peu la fine bouche sur... Oui, c'est vrai que c'est une équipe de bourrin, il n'y a pas de doute. Mais c'est comme ça, en fait. C'est leur jeu, c'est la manière de jouer de Thibodeau. On souhaiterait tous qu'ils jouent un petit peu mieux. Ce n'est pas comme ça qu'ils iront en finale de conf, les gars. C'est pas Spurs basketball. Hein, ça, c'est clair. Les Knicks, mais ils ont du cœur, ils sont vaillants, ils ont été 2 fois à moins 20, ils sont revenus. Jalen Brunson a une énorme paire de baloches sur les 4. Là, hier, voilà. Non, mais d'accord. Ça peut arriver de rater un match, hein. Quand tu mets 3. Mec, ils sont quand même 3-2 contre Boston, avec un 6e match au Garden. On n'est pas là. C'est quand même une bonne situation, non? Et il rate une mauvaise situation, Scribe. On n'est pas là. Il rate une mi-temps, là. Hier, il rate une mi-temps. Oui. Il rate une mi-temps. Mais c'est ça arrive. Encore une fois, contre une équipe revancharde, les Celtics. C'est la manière. Ce qui est sûr, c'est que, Jason Tatum ou pas, c'est que les Knicks, avec Anunoby et Michael Bridges, qui sont à ce niveau-là, c'est une catastrophe. Hier, il y en a un qui a été bon. Hier, il y en a un qui était bon et qui fait beaucoup parler d'ailleurs dans cette série, c'est Mitchell Robinson. On l'avait pas oublié la palette, on l'a mis juste un petit peu plus tard. J'ai entendu gueuler, t'as vu? On avait envie de débriefer de ce match 5 à chaud. Mitchell Robinson, Steph, on en a. Tu sais quoi, on devrait mettre une webcam et un micro là-bas, ce qui se passe en régie, et les ressortir parce qu'ils doivent nous insulter. Non, mais ils sont toujours torse nu et il manque des slips et tout. Non, gros, c'est une très mauvaise idée. Cette régie est très dangereuse. C'est un peu une marécage de gars un peu en chaleur. Je peux te dire que tu t'ouvres là-bas après l'émission, ça sent pas bon et ça sent pas la transpi, si tu vois ce que je veux dire. C'est horrible parce qu'ils ont aucun droit de réponse. C'est horrible. Ah, vas-y, c'est Robinson Crusoe. C'est Mitchell Robinson. Mitchell Robinson, Thomas, il nous fait beaucoup parler parce que déjà, au lancer franc. Vas-y, on va jouer. Jackie et Mitchell Robinson, tout à fait. Jackie Robinson. Ça marche, hein. Numéro 42, bien sûr. Légende, premier joueur de couleur à avoir joué au baseball. Tout à fait. Fantastique. Et faire une allusion, un jeu de mots avec ça, c'est une catastrophe. C'est la honte, quoi. Jackie et Mitchell Robinson. C'est une catastrophe. La honte. Allez, vas-y, envoie. Fais-moi une passe simple, vas-y. Allez, on va partir sur une petite palette, on va voir. Chevalier.
On va d'abord, oh la vache, on va d'abord regarder l'image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Vous l'avez tous vu, ce lancer franc de Mitchell Robinson. Et vous savez quoi, on va se la faire en palette parce qu'on est vraiment des coquins. Oui, on vous a même mis ce beau ralenti. Oh la vache. Comment c'est possible de faire ça, mec? Stephen, on va y aller tranquille. Déjà, regardez le pourcentage en carrière. Tout le monde en parle. 34%, c'est une catastrophe. C'est la honte. Déjà, on regarde sa routine d'avant lancer franc. Il regarde par terre. Steph, tu vas commenter ça. 3 petits dribbles là. Et maintenant, il se concentre. Il donne tout ce qu'il a. Concentration maximale, super saiyan. La réaction, elle est incroyable aussi. Sachez qu'à ce moment-là, pour tous ceux qui avaient regardé les matchs, il y a une espèce d'engouement au Garden C'est la fête de foraine. soutien. C'est la fête Exactement. foraine. Tout le monde est debout, Spike Lee en premier. On revient un peu là-dessus. Là. Qu'est-ce qui te choque, Steph, quand tu vois ce lancer franc Sa complètement routine, raté? Pour moi, sa routine, elle me choque pas. Il y a un vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de jambes en fait sur son tir, mec. C'est que son bras et le La bras, gestuelle. la gestuelle. C'est elle un part. jeté de fléchette. Ouais, c'est un jeté de Et t'es très fléchette. fort en fléchette, Steph. Mais la main gauche, je trouve qu'elle est un peu devant. Alors, je vais pas faire mon joueur, j'ai dit, à donner des cours des cours de coaching de tir et de lancer franc. Mais oh, il est droit, gros. Il fléchit pas, il passe pas, son corps passe pas sous le ballon. Regarde, le geste, il est pas. Non, le geste, casser du poignet La et tout. finition est bien. Le casser du poignet, pas dramatique. C'est pas Bill Cartwright, hein. La gestuelle, vrai. elle est plutôt correcte. Qui était un meilleur Il y a joueur, pas de enfin, jambes. meilleur Mais shooter. surtout, Enfin, là, meilleur on est rentré dans une autre sphère, en fait. On est rentré dans une sphère psychologique. C'est que t'es au Garden, mec, t'as Ben Stiller, Spike Lee qui t'encourage, je veux dire, ils t'encouragent les mecs pour que tu mettes un lancer ou limite que tu touches le cercle. Donc c'est gros, à un moment donné, tu vas sur la ligne, les mecs ils font du hack, tu passes du milieu de terrain, ils font faute sur toi parce qu'ils savent que t'es un cave au lancer franc. Il y a tout un aspect psychologique après qui rentre en compte. ça, C'est c'est affreux, mec, c'est affreux ce qui se J'en passe. avais pour lui. discuté il y a quelques années avec Yann Maimi. Vous vous souvenez quand il était en équipe de France? Yannou, Il y a eu parfois, un été, Yannou, ouais. il envoyait des airballs. Et donc c'était à l'époque du Hoopcast, back in the days. Et donc je lui disais, avec vidéo à l'appui et tout, vous me connaissez. Donc je lui montre, je lui fais, ah gros, c'est abusé frère, il y en avait 4 ou 5. Et il me dit, tu sais, je suis pas un mauvais shooter. On sait tous que Yann, il peut mettre des tirs. Mais à un moment donné, je suis rentré dans une torpeur où c'est vrai, j'avais plus du tout de confiance. Et chaque lancer franc était différent. C'est-à-dire que chaque départ de tir, là, il faisait un truc différent. Parce que je suis sûr que Mitchell À ce Robinson, niveau, c'est dingue. Mitchell quand même. Robinson, en entraînement, il fait des 8 sur 10, gros. Non, je l'ai vu, il fait pas 8 sur 10. En revanche, en match, hier, que Mitchell, il fait 6 sur 6 hier. Hein. Hier, il fait 6 Il sur rentre, 6. tout le monde sous de sa Ouais, gueule. mais, il là. met pas si filoche, hein, mais bon. Non, Erwan, il met la première, c'est une filoche. Après, c'est un lancer franc qui rentre. Donc hier, il fait 6 sur 6. Restons dans le positif pour Mitchell Robinson, parce que s'il est sur le terrain, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est grand, qu'il est bon en défense et qu'il y a beaucoup de présence au rebond offensif. On regarde la première palette ensemble. Vas-y, Pollux. Merci bien. Et on va dérouler comme toujours. Là, on est dans le match 4, donc où Mitchell Robinson a été important. Et on va voir toute sa présence au rebond. Un tir. En fin de possession, mais pas du tout, hein, de Karl Anthony Towns dans le corner. Il y a donc Cornet qu'on a loué tout à l'heure pour Juste sa un mauvais qualité. tir. Juste un mauvais tir. Et regardez la science du rebond, l'instinct aussi, c'est ça. Il va se débrouiller, se démerder pour se retrouver dans la bataille. Il dépasse Luke Cornet qui rate son box-out. Et il n'y en a qu'un seul qui en veut plus. C'est Mitchell Robinson. Derrière, Deuce McBride qui, dans ces cas-là, est, j'ai envie de dire, létal. Hein, sur les seconds ballons, il arrive toujours à être tout seul pour tirer. Il va faire une belle passe D. Et puis, il va y retourner, surtout Mitchell Robinson. C'est toujours cette activité, Erwan, qu'on apprécie avec un joueur qui est grand, qui est véloce, qui a des super appuis. Ça, c'est les joueurs. On aime bien les avoir dans son équipe. On déteste jouer contre ces mecs-là. C'est pas les plus talentueux, mais cette espèce de suractivité, parce que lui, on n'est pas sur une activité, on est sur une suractivité de tout le temps, aller au rebond offensif, mais il redonne des possessions, et quelque part, il oblige l'équipe adverse à défendre plus que ce qui est prévu. Et ça, finalement, sur des longueurs de match, ça peut peser. On l'a vu aussi sur des rencontres-là, et ça redonne des tirs et des paniers quand, sur demi-terrain, t'arrives pas à avoir des bons tirs. Là, ça donne des tirs ouverts après des rebonds offensifs. Vous avez marqué il y a 2 ans contre les Cavs, tu te souviens, où Mitchell Robinson avait été exceptionnel sur la bataille au Exactement. rebond face Il les avait vraiment des détruits. grands. Absolument. Deuxième palette, et Steph, tu pourras y répondre aussi. On retourne donc dans cette bataille au rebond, cette envie d'aller chercher des secondes chances, là où Mitchell Robinson est en fait l'un des meilleurs de toute la NBA, tout simplement. Hein. Ça, c'est donc ça, c'est le match 2 de mémoire. Ouais, c'est le match 2, avec donc un tir en transition, un bon tir pour McBride une nouvelle fois. C'est la seconde unité qui est sur le terrain. Regardez comme il est loin, Mitchell Robinson, sur le tir. Il est derrière la ligne à 3 points. Et il y a Porzingis, qui est pas le meilleur rebondeur, qui en termes d'instinct, lui pour le coup, profite pas vraiment de sa taille. Il y a Josh Hart qui est un des meilleurs rebondeurs de NBA et le meilleur petit au rebond. Ils sont à 2 contre 4 dans la raquette des Celtics. Et qui va s'en sortir par son envergure, sa taille et son sens du timing? Dalzim. C'est Dalzim, Mitchell Robinson qui met les 2 mains dans le cercle. Erwan le disait, alors là c'est le score, oui, ils étaient clairement dominés. C'est les joueurs contre qui on n'a pas envie de jouer en fait. Toi qui étais intérieur dans ta carrière, t'as joué contre des mecs comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait tout simplement pour contenir ce type de mec? À un moment donné, il faut arrêter de penser que tu vas avoir le rebond et tu laisses le rebond aux autres en fait. Tu vas faire le box-out sur le mec très tôt. Là, Porzingis, il lui laisse arriver. Je pense qu'il le boxe trop tard, Porzingis. Le mec, il arrive pleine vitesse. Il aurait dû
reculer et aller vers Mitchell Robinson justement pour le toucher. Mais à un moment donné, quand tu as affaire à des mecs comme ça qui vont robot off tout le temps, c'est que toi, tu décharges le rebond sur les autres, sur les gardes, et tu t'occupes que de lui, limite à faire boxer, mais pas avec le dos, et à faire face en fait. Et les autres prendront le rebond, le toucher, parce que des mecs comme ça, qui ont 1 mètre de détente, qui ont une envergure de ouf, si tu les laisses prendre de la vitesse, poser leurs appuis, ils vont te marcher dessus. Et s'ils attrapent pas le ballon, au pire, ils vont taper comme ça, typique derrière, c'est affreux. T'as la théorie de dire faut faire des box-out et tout, mais si des mecs comme Mitchell Robinson font des carrières NBA sur du rebond offensif, c'est que ces mecs-là, ils arriveront toujours Après, à C'est pas sur le mid-range, ça c'est sûr. Après, il y a des mecs qui ont des feelings, il y a des mecs qui ont des belles lectures de trajectoire et qui ont ce sens du placement au rebond, qui arrivent à bien lire, à être au bon endroit. T'as des mecs qui... Dennis Rodman, c'est le meilleur exemple. c'est un vrai Rodman, il était pas grand, il a fait une saison à 18 rebonds, donc c'est un bien vrai qu'il y a des talent, mecs le rebond. différents. Ah oui, Bien oui. sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Exactement, parce que des athlètes comme Mitchell Robinson, il y en a plein, et c'est pas tous des bons rebondeurs comme ça. Un peu déçu qu'on n'ait pas fait une palette sur ces images qui ressortent tout le temps quand il fait des dribbles à KD lors des intersaisons. Je pense qu'on devrait le remettre un jour au goût du jour parce que c'est le truc le plus choquant que j'ai J'ai jamais aussi vu. mis un tweet où sur les mecs qui se foutaient de sa gueule en disant regardez ma voiture, j'ai acheté une caisse comme ça et tout. Ça marche toujours, hein. Bravo Mitchell. Mais si on revient sur cette série, donc il y aura donc un match 6 donc au Madison Square Garden. Qu'est-ce qu'on imagine sur ce match-là? On sait que les Knicks au Garden peuvent être portés par un public. Moi, j'imagine un gros caca-culotte des Knicks. Ok. Ça irait dans le sens des dernières sorties à domicile. Enfin, pas contre Boston, mais Sur les dernières années. La big picture. Ce serait terrible, la big picture, ouais. Je me rappelle un match 7 contre Indiana l'année dernière où ils étaient sur la jante physiquement, C'était 4, mais hein, je sais pas s'ils étaient... Il y avait beaucoup de blessés après. Oui. Vous pouvez pas jouer, quoi, clairement. Mais ça se tient d'aller dans toi. Moi, quoi qu'il arrive, j'imagine un match serré. Je vois pas une équipe passer complètement à côté ou exploser l'autre. Moi, j'ai quand même envie de croire que New York va le faire en 6. C'est dans la logique de cette série, avec la blessure de Tatum. En revanche, si tu fais caca culotte et que tu te retrouves à jouer un match 7 là-bas, oh la pression, Pour moi, mon ami. La réalité du match d'hier, c'est que avec ou sans Jason Tatum, Boston reste une équipe qui joue mieux au basket, qui est très forte. Et si tu prends pas le match 6 à domicile, alors on sait jamais ce qui peut se passer. Tu es déjà allé gagner 2 fois là-bas en faisant des hold-up, mais c'est des choses qui arrivent assez rarement. Encore moins sur un match 7, même si les Celtics avaient perdu un match 7 contre Miami, on s'en souvient, il y a 2 ans de ça. Donc moi je dis qu'il faut vraiment finir sur un match 6 à domicile et ça va être très compliqué. Le message d'hier c'est ok, on a perdu notre meilleur joueur, mais par contre on reste une meilleure équipe que vous. C'est le message qu'ont envoyé vraiment les Celtics hier. Donc je suis curieux de voir la réaction du côté des Knicks. Il va falloir que Bridges, Anunoby soient... S'ils sont moyens, il faut que leurs moyens soient hauts. Hier le match que fait Anunoby, c'est au bout d'un moment, c'est de faire des tout droits dans des murs, c'est pas, il mérite, enfin, c'est un meilleur joueur que ça. Il vaut mieux que ça. Même dans cette série. Et on attend quand même le premier gros match de Karl Anthony Towns, qui pouvait nous sortir un énorme match. Qui galère, t'as raison. Arrêtez de chialer, je trouve qu'il a beaucoup chialé sur cette série, Karl Anthony Towns. Donc il se fait sabrer, il se fait sabrer, mais comme tout le monde. La gestion hier mais qui reste un peu dans sa rencontre et que lui aussi il sabre les gens. Il a le droit de sabrer les gens, puisque. Prono, messieurs. dans le combat. Prono, match 6. Allez, victoire des Knicks. Victoire des Knicks. Une victoire des Après Celtics. prolongation. J'espère. Avec un buzzer beater, ce serait exceptionnel. De Jalen Brunson, hein, personne d'autre, hein, évidemment. Avec pas de Le Spike Lee lui-même. Victoire des Celtics sur un buzzer beater de Luke Cornett. Oh non, À 68, hein, ils sont favoris, les Knicks, Erwan. Hein. Aïe, 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 la pression. Match dans la nuit de vendredi, c'est ça, ouais, de vendredi à samedi. Donc c'est à 2h du matin. Aïe, aïe, Je me le faire. Je pense qu'on va devoir regarder en direct, bien sûr. J'aime le faire. Très bien. Messieurs, on a été très long. On a mérité de finir en apothéose avec un quiz. Le quiz. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz, et l'émission est déjà longue, mais on va être très bon sur le quiz, on va mettre un peu d'énergie. Vous en avez encore un peu? On fait que ça, très bien. Ouais, c'est bon. Comme pour un dernier trou sur un golf, pam, c'est là où il faut être concentré. Ah, très bon, excellent, excellent. On va sur un nouveau jeu. Pas bien. On va sur un nouveau jeu qu'on nous a envoyé. En fait, je vais vous montrer une forme de shoot. Et vous allez devoir trouver. Oh, j'adore, c'est mon jeu préféré, ça. Je suis imbattable. Vous commencez, vous connaissez. Je me mets comme ça parce que là, aujourd'hui, on est particulièrement sérieux. Oui, mets-toi comme ça. Oh, j'en peux plus, là, aujourd'hui. C'est une émission de collégien, en fait, quoi. Non, mais d'habitude, on est OK et tout. Ah, Là, c'est c'est bien, vrai, voilà. Là, on voit bien, là. T'es parfait dans le cadre, en plus. Et ça marche comme Potel. C'est-à-dire que vous pouvez donner un nom, chacun votre tour, et ça va donner des indices. Ah, ok. T'as déjà joué à Potel? Jacob Poeltl. Oui, c'est le même nom. Vas-y, joue. Bon, c'est pas grave, tu vas comprendre. Polo, on peut envoyer le premier. Ah ouais, d'accord. Et c'est Steph qui aura la première réponse. C'est un gaucher. Attends, ça me Non, dit c'est quelque un chose, droitier. Pourquoi il tire ma gauche, alors? C'est impossible. ok. Ah, vas-y, je sais qui c'est. Vas-y, dis non. Jordan Poole. Non, c'est Russell Westbrook. C'est Russell Westbrook, bravo. C'est Russell Westbrook. Attends, il tire gaucher, là, non? C'était Non, mais en horrible. fait, il tirait par là-bas. Attends, regarde.
Ok. Ah, Et là, Pas mal, hein. ouais, très bon jeu ça. Regarde, il est là. Allez, vas-y, très bien. Magnifique. Attendez, je vous en mets un autre. Ah, la post-prod, je pense. Allez, vous mettez du rythme. Allez, qui commence? Realen? Non, c'est des joueurs actuels. Hein. Oh, je connais lui. Lui, la vieille je sais qui c'est. Donnez un nom. Oh, c'est qui ça? Attends, je sais qui c'est. Ah, c'est incroyable ce jeu. Ah, mais personne ne veut donner de nom. Ah bah Attends, non, un nom actuel. Michael Porter Jr. Alors, il est américain. Américain. Ah ouais, Ah mais c'est oui, c'est un incroyable. bottle, c'est un bottle. Il est dans la même. Il a le numéro 1. Ah, je sais, Non, il c'est est Aaron proche Gordon. non, il est proche du numéro 1. Aaron Gordon. Non, pas du tout. Non, C'est parce pas que du tout t'aurais eu Aaron l'équipe juste. Ah, Là, d'accord. t'as pas l'équipe Aaron juste. Ah, mais j'ai rien. j'ai pas- Alors j'ai vas-y, pas- dis Cal Anderson. Pas du tout le Cal Anderson, mais bon. C'est pour trouver un mec. Il a 31 ans. Numéro... Mais non, mais il est dans les. Putain, on est mauvais dans la division. Il est. Ouais. J'avoue, qui suis-je? Il est en nord-ouest. Waouh. Oh, on en fera deux, c'était très bien. C'était très bien comme jeu. Mais attends, mais comment on c'était a qui pas ce mec là? Attends. C'était qui alors? Attends, c'est un mec de Portland, je pense. Non. C'est un mec de. C'est un mec des non, c'est un mec Feu Lakers. Feu Lakers. Quoi? Mais Eh sais gros, qui je c'est, sais toi pas qui c'est. Charvino, Je c'est sais pas qui c'est. Bah oui, je sais Eh bah, qui c'est. dis-le nous. C'est Alex Caruso. Ah ouais. Mais oui. Et après, putain, ça part comme ça, mais c'est incroyable. Putain, je suis une merde. C'est tellement Alex Caruso, on le voit jouer tous les jours, le mec. Bon voilà, on Ouais, s'entraîne, ok. on s'entraînera plus tard avec dernier. ça. Un dernier, ou Pas simple. Un dernier? Ouais, quand même. Parce Je que croyais là, que c'était le truc avec la on n'est pas photo. rentré, Là. on n'est pas rentré dans le truc là. Moi, j'adore faire le truc avec les photos. On voit juste la photo du tir, là. Ça, c'est plus facile. Hop, on repart. Et celui-là est plus évident. Oh, on connaît ça. Ah, ça vous connaissez. Hein. Paul George. Paul George. Ah oui, c'est bravo, évidemment. bravo. Kerry, Paul George. Le dribble Ah ouais, entre les jambes. Kerry. Super, encore un. Steph, il a 8 ans. Allez, je vous en mets un dernier Ouais, rapide. Il est un peu plus difficile celui-là. C'est un mec long, hein, vous le voyez aux jambes. KD. Allez, on met Kevin Durant. Ah, c'est Giannis Antetokounmpo. Non. Hein? Dribble croisé. Non. Ah, je le connais ça. Attends, mais. Il est bien à l'ouest, du coup. Il est américain, il est poste 4, selon poste 3-4. On a. Evan Mobley. Ouais, on dirait Evan Mobley de ouf, Ouais, hein, on avec dirait. ses grands Je pieds vous là. ai dit qu'il était à l'ouest. Oui, c'est vrai, Ah c'est ouais, vrai. pardon. Oh, mais on connaît ça, c'est qui encore? Harrison Barnes. Non. 4, il est proche, c'est-à-dire qu'il a le numéro 3, je vous aide. À l'ouest, un mec qui est encore en playoff. Équivalent. Ah, McDaniels. McDaniel. Ouais, bravo. Il a des longs pieds. Je crois qu'ils sont du 55, ce Ah bâtard. ouais. Tiens, regarde ces longs pieds là. Hop, ouais, c'est lui. Hein. Voilà, bien joué les gars. Ouais, Pas mal, hein. Pas mal, pas Ouais, mal, pas mal, pas mal. La célébration ouais, du ça marteau va. après, par contre. Pas ouais. mal. Ah, Super Thomas. Allez. Oh. Tu peux te rasseoir. Non, tu veux rester comme ah ça non, pour je qui peux pas m'asseoir, je suis désolé. Je suis pas bien assis non plus, hein, sur mon mirador là. Ça, je peux plus. Allez, on y va. Oui, j'ai trop mal aux fesses. Je suis né le 17 janvier 1990. Oh, d'accord. Oh, ça va. Si, après, il gueule, lui, déjà. C'est les années de Thomas. Et alors, bah, c'est pas grave. C'est bon, t'as eu 5 fois d'affilée des 82, c'est bon. J'ai hein, donc 35 ans et on ne m'a plus vu sur un parquet NBA depuis 2020. J'aurais joué 8 ans en NBA pour 414 matchs sans jamais gagner un seul titre. Mais mes mecs, commençons par le commencement. Intéressant. Je passe par une grande fac. Pour des raisons de suspense, toujours. Je ne vais pas pouvoir la donner tout de suite. Mais Erwan, qui est spécialiste, peut peut-être l'avoir si je lui dis qu'il a été champion universitaire en 2009. Non, il l'a pas, quoi. Mais je ne jouerai pas beaucoup sur ce run-là, bloqué par un mec sur mon poste qui lui sera drafté l'année du titre chez les Pacers en 2009. Mais on s'égare. Je suis donc champion NCAA en 2009 et je resterai 3 ans de plus pour faire un cursus complet là-bas. Bravo. Mes stats sur ma saison senior, plus de 16 points, 10 rebonds et plus d'un contre par match. Un big man, donc. Pas un John Henson. Dans mon scouting report, on parle d'un joueur fiable au shoot, notamment sur la ligne des lancers francs, incapable de tir extérieur et qui manque un peu de puissance. Je me présente à la draft 2012 avec plusieurs de mes coéquipiers de l'époque. Et je serai appelé à la 17e position par Dallas. Brandon White. Non, mais je ne jouerai jamais à Dallas. Ouais, voilà. Le soir même, je suis échangé du côté de Cleveland. J'arrive dans une équipe de Cleveland qui a terminé 13e de la dernière saison, avec un Kyrie All-Star pour la première fois de sa carrière. J'arrive surtout dans une équipe qui manque de grands. Il n'y a plus que Varejao sur le poste. C'est pour ça que très rapidement... Cody Zeller. Non, je vais être titulaire. C'est pas Cody, c'est l'autre, c'est Zeller, le frère. C'est Tyler Zeller, Tyler bravo Zeller, Erwan. voilà, Tyler Zeller, North Carolina. qui sort de North J'avais North Carolina, voilà, Moi, très j'avais bien. ça. J'avais pas Zeller par contre. T'avais pas Zeller, ouais. Non. Tyler Ouais, Zeller ouais. qui arrive Moi, j'avais titulaire à Tyler. Cleveland. Mais The Creator. Donc ça- Avant les Celtics. Allez, Bravo Erwan. Ouais, Allez, faudrait faire le bilan des. Tyler. Attends.
Arrête de faire du zèle. Très longue émission, Ouais. mais on s'est régalé. On était dans l'analyse, dans le sourire, c'est tout ce qu'on veut. Merci Steph. Une émission plaisir. Tu peux nous faire un petit shout-out pour ton sponsor qui te fournit en bijouterie. Ouais, je remercie 2 Chainz, le rappeur qui me fournit Ah, en jewelry. Bon, allez. J'ai les chicots qui arrivent bientôt. Bravo, putain, j'ai hâte de te voir. Les grills. Merci Tom, merci Chris Roche, merci Jérémy, merci Aymen, merci Léo, merci Polo évidemment en régie, merci Steph. Merci Jackie et Mitchell à Robinson Thomas aussi. Dufan. Merci, on se retrouve lundi pour un Big Monday de folie avec donc 20h30, 22h la libre antenne et puis 22h minuit, on se retrouve avec... Il a inventé un horaire. 20h, 22h. Si, 20h30, 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 on rentre dans le J'avais dit 20h30, moi je serai parce qu'en fait je serai un peu en retard. 20h30, c'est incroyable. 20h, 22h et 22h minuit, le Game 6 des finales 2022 où Steph Curry s'offre son dernier titre NBA. On se retrouve lundi, bisous à vous. Samedi, une vidéo aussi 9h direct sur la chaîne YouTube. Bye bye, ciao ciao. Wesh alors.